Salut. Incroyable! Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Tu vas voir ce qu'il regarde? Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, ces salauds-là. Vous savez ce qu'il regarde? Quoi? Nous. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui on va parler de 4 films du présent. On va commencer par Black Panther, ensuite on va enchaîner sur Amsterdam pour enchaîner ensuite sur Mascarade et terminer sur Balle perdue 2. On va faire aussi une petite phase de conseils de films et séries actuellement sortis tout récemment. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec l'éternel et toujours présent Vince. Bonjour Vince, comment vas-tu ? Eh ben, salut, ça va très bien. Content d'être à nouveau dans le podcast. Je comprends pas pourquoi on fait encore un épisode spécial. Décidément, c'est la fiesta des épisodes spéciaux en ce moment, mais tant mieux. Alors, il faut plus d'épisodes pour être mieux référencé. Voici... c'est pour ça. Ok, la passion. Très bien, je connais, merci. J'aime la passion. Je suis tellement passionné que j'ai invité celle qui me passionne, Margot. Bonjour. Bonjour. Contente d'être revenue dans l'émission après petite absence, surtout que... Je pense qu'on va bien s'amuser dans cet épisode. Je vais également introduire une nouvelle personne qui a rejoint l'équipe tout récemment et qui fait du coup son baptême et qui va être du coup prochainement bisuté à la suite de cette émission. C'est Démétrio. Bonjour Démétrio, comment ça va ? Bonjour. Bah écoute, je suis pas du tout stressé. En tout cas, je vais faire semblant de pas l'être et ça va bien se passer. Mais oui, ça va très bien se passer. Imagine qu'on est que entre nous et que personne nous écoute. Ce qui est un peu le cas. Et ensuite, je vais introduire un invité parce que qui dit film avec qui dit film de Nicolas Bedos, comment ne pas penser à JB, ou illustre connu sur internet. Comment ça va JB ? Ah, ça a commencé ? Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ? Ah non, c'était la vanne, mais du coup j'ai bidé. Super. Moi j'ai la ref. Bah écoute, ça va super. Voilà, je suis trop content d'être avec vous. Vous êtes tous des personnes superbes et puis merci pour l'invitation. Voilà, let's go. Mais je t'en prie, et comme tu le dis, let's go. Nous allons commencer par parler de Black Panther réalisé par Ryan Coogler. Nous savons ce que vous chuchotez. Cette fois, ils ont perdu leur protecteur. L'heure est venue de frapper. Montre-leur qui nous sommes. Black Panther Wakanda Forever est réalisé par Ryan Coogler, c'est le Xème film du MCU, et aussi Xème film du MCU a duré plus de 2 heures et ça commence vraiment à faire chier. Ça raconte l'histoire de la reine Ramona, Shuri, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje qui luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa et du coup la mort de l'acteur Chadwick Boseman. Alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, nos héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d'un royaume caché au plus profond des océans, Talokan, et du coup le pseudo méchant entre guillemets Namor. Pour commencer, c'est le petit bisutage. Démétrio, je te laisse commencer. Qu'est-ce que t'as pensé de Black Panther ? Alors avant toute chose, j'ai envie de poser un petit contexte. Je suis pas particulièrement fan des films du MCU, mais en même temps, je suis pas forcément réticent du style c'est pas du cinéma. Je peux quand même un peu aimer du style Avengers Infinity War, j'avais beaucoup aimé.
un peu plus déçu par Endgame, mais c'est un autre débat. Oui. Donc, j'y vais pas forcément en me disant ça va être une bouse absolue. Mais vu les bandes annonces qui m'avaient pas trop chauffé, l'affiche un peu moche, bon, c'est un peu l'habitude, vous me direz, mais vu que c'est pas une phase 4 qui m'a vraiment excité, je veux dire Doctor Strange 2, Shang-Chi, c'est pas des films non plus folichons, j'ai trouvé. Donc j'y vais avec peu d'attentes et en même temps je me dis bon, pourquoi pas. Et honnêtement, j'ai pas envie de spoiler, mais comparé à d'autres films qu'il y a dans cette liste, je suis très content d'avoir vu Black Panther 2. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Alors soyons honnêtes, vraiment j'évacue d'entrée de jeu, je pense que le plus gros défaut c'est qu'il fait 2h47. Mais vraiment le temps passe très lentement. Mais c'est pas déplaisant. Pour autant c'est pas déplaisant. Je pense que le plus gros challenge c'était de faire avec la mort de Chadwick Boseman malheureusement. Et il manque vraiment au film, il manque le charisme qu'il apportait, cette présence de jeu. Mais qui est quand même vachement bien repris par Shuri, j'ai oublié le nom de l'actrice, je m'en excuse. Laetitia Wright. Bah voilà. Et franchement, c'est un film qui, je pense, essaye trop de se focaliser sur l'action. Il essaye trop d'être un film total Marvel, c'est-à-dire, on va faire des scènes à Los Angeles. Là, en fait, il y a Martin Freeman. Le personnage de Martin Freeman ne sert absolument à rien. On perd un temps fou avec des scènes inutiles, alors qu'en fait, il fallait plus se recentrer, enfin, je trouve, l'action sur les personnages centraux, donc, Shuri, que je trouve assez bien écrite, bizarrement. Et le méchant qui, on va dire, est un peu des montagnes russes. Il peut être autant bien écrit que mal écrit, c'est-à-dire il fait un petit regard vers la caméra, il a les larmes aux yeux et il a ses petites ailes là sur les pieds un peu ridicules. Et en même temps, il y a un petit propos de fond avec les Mayas que je trouve pas inintéressant. Pas génial, mais pas inintéressant. Donc c'est un peu ce que je dirais sur le film finalement, bah pas génial, mais pas inintéressant. Je sais pas, je vois que Vince il fait un petit sourire. Qu'est-ce que t'as pensé toi de Black Panther? Bah écoute, je pensais honnêtement que ça allait être une catastrophe absolue entre le script réécrit en urgence après le décès de Chadwick Boseman, la production chaotique avec la pandémie, l'actrice Laetitia Wright qui voulait pas se vacciner, qui a eu le Covid, etc. Je pensais que ça allait être un naufrage, ce truc. Je me suis dit, il y a trop de problèmes pour que ce soit réussi, quoi. Maintenant, est-ce que c'est réussi? À quel niveau, je sais pas. Mais en tout cas, je pensais vraiment que ça allait être tout pourri. Et je me suis plutôt surpris à trouver ça pas si mal à des moments et vraiment plutôt intéressant. Enfin, il y a des bonnes idées, quelques choix qui m'ont plutôt enthousiasmé par rapport à d'habitude dans le MCU. Effectivement, dans l'écriture, je trouve que c'est bien. Finalement, ce décès tragique a permis au film de se concentrer davantage sur tous les seconds rôles féminins et je trouve qu'ils sont plutôt bien mis en valeur. Après, bon, niveau mise en scène, Ryan Coogler, je sais pas ce qui s'est passé depuis Creed, mais il sait plus filmer des scènes de combat, ni les découper. Voilà, c'est assez terrible. Ils ont toujours du mal à éclairer leurs films. Je pense aux scènes de nuit qui sont absolument irregardables. Sous l'eau, c'est pas loin d'être le cas aussi. Mais ouais, globalement, il y a des choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Voilà, dans les relations entre les personnages féminins, le rapport à l'héritage du Black Panther et un truc que j'ai trouvé chouette aussi, c'est, je pense qu'on a peut-être, je les ai plus tous en tête, mais peut-être la plus jolie idée de plan final avant les scènes, avant générique, je veux dire, d'un film Marvel. C'est pas non plus un plan incroyable, hyper esthétisé ni rien. C'est juste une jolie idée que je trouve assez touchante en fait. Ça détonne de ce qu'on voit d'habitude, quoi. JB, qu'est-ce que t'en as pensé toi de Black Panther? Je sais que t'en as fait une critique sur ta chaîne, donc je te laisse un peu synthétiser un peu tout ce que tu as dit dedans. Alors, je veux pas copier Demetrio, parce qu'il a dit oui, enfin il a expliqué des choses avant, mais je tiens quand même à expliquer certains trucs. Faut savoir que Black Panther, quand il est sorti en 2018, c'est ça? Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. J'avais 15-16 ans. Et je me souviens que je l'avais beaucoup aimé, je l'avais vraiment beaucoup aimé ce film. Et au final, j'ai grandi, j'ai avancé dans ma culture, j'ai avancé en politique aussi, parce que je vais parler un peu de ça.
Et je me suis rendu compte que c'était un film vraiment pas ouf du tout. Mais vous allez voir que mon avis sur Black Panther 1, même si je vais pas trop en parler parce que c'est pas le sujet, est vraiment différent avec Black Panther 2. Black Panther 2, même si j'ai beaucoup de mal avec le premier film, notamment dans son point de vue politique, quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit, ça peut être super. Vraiment, j'avais confiance. J'étais hypé, quoi. Et les bandes annonces, c'était bonne. Hein. Les bandes annonces, la c'était musique, vraiment très bonne. La musique, le C'est-à-dire rythme et que tout ça, c'était vraiment bien. Hein. J'avais fait un tweet à l'époque en mode ouais, la deuxième bande-annonce m'a pas trop hypé, mais au final je l'ai regardé 45 fois cette bande-annonce. Donc en vrai, c'était un tweet à chaud qui était débile. Et donc je vais voir Black Panther 2. Donc faut savoir effectivement qu'il y a tout un passif, il y a la malheureuse mort de Chadwick Boseman, c'est très triste ce qui s'est passé. Il y a eu effectivement, je sais plus qui l'a dit, c'est toi Vince, le script qui a été réécrit. Bah ouais, ils étaient encore bien en production, donc ils ont dû arranger le scénario pour faire sans lui, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a eu le script qui a été réécrit. Enfin bref, il y a eu beaucoup de problèmes sur cette production. Et mon problème avec le film, c'est que... Alors, je vais pas trop bien dire ma phrase, mais c'est que limite, il m'a fait aimer Black Panther 1. Parce que, quand je vois le film, je me dis, Ryan Coogler, c'est un bon réalisateur de base. Alors, j'ai pas vu Creed. Le seul film que j'ai vu de lui, c'est Black Panther, tu vois. Mais, non, mais Black Panther 1 est un film, en termes de réalisation, en termes de scène de combat... C'est un film. Qui est pas trop mal. Oh, l'enculé. Non, mais Black Panther 1, en termes de réalisation, de scène de combat et tout, de pure réalisation et tout, est pas trop mal. Devant Black Panther 2, je ne retiens aucun plan. T'es dur. Je ne retiens quand même. Je ne retiens aucun plan. Je ne retiens aucun cadrage. Et ça me pose un problème. Les scènes de combat de Black Panther 2 sont pas mauvaises, mais génériques. Alors que Black Panther 1, je me souviens, ça fait quoi, 1 an que j'ai pas revu le film. Je me souviens quand même de cette scène où M'Baku arrive pour être le roi à la place de T'Challa. Je me souviens de la réalisation de cette scène, je me souviens de la réalisation avec la course-poursuite de Andy Serkis. Je me souviens plus comment s'appelle son personnage, si quelqu'un a. Je sais pas du tout, mais est-ce que tu te souviens de la scène d'action en CGI style PS2? Oui, ça je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens, c'était infâme. Non, ça c'est de la merde, Même à l'époque, ça m'avait choqué. Mais donc, premièrement, en termes de réalisation, bah je retiens rien. Peut-être je suis dur, mais je retiens rien, c'est la vérité. En termes de scénario, je trouve que c'est un film malade. Tu sens qu'ils ont réécrit le script, qu'ils ont gardé des choses du premier, qu'ils ont essayé de mélanger avec le deuxième script, etc. Et je sais pas, en termes de pure construction scénaristique, de la façon dont le récit avance, dans la façon dont le récit se construit, j'ai du mal. Parce que j'arrive pas à être intéressé, parce que ça saute tout le temps, ça va d'un point de vue à un autre, mais sans que ça soit bien ficelé, etc. Du coup, j'ai du mal à m'investir dedans. Donc, réalisation pas ouf, scénario pas ouf. Je vais continuer sur les points négatifs. Après, je dirais quand même 2-3 points positifs. Et aussi à la politique. C'est-à-dire que Black Panther 1 et 2 sont ultra progressistes. Alors, vous me dites, vous pouvez me reprendre si je formule mal mon mot, mais dans la forme. Bah, avant, là, je te coupe, mais qu'un film soit progressiste ou de droite venant de Disney, c'est pas non, mais je veux dire, c'est génial d'avoir autant d'acteurs afro-américains. Genre, en tête d'affiche. C'est trop cool. C'est génial. J'ai dit une connerie ? Super. J'ai dit une connerie ? Non, c'est pas... Non, mais c'est bien d'un point de vue de représentation culturelle, mais bon, enfin, c'est pas non plus un accomplissement cinématographique, quoi. Oui, non, mais je trouve ça très bien. Mais le problème, c'est que quand tu prends Black Panther 2, qu'est-ce que c'est ? T'as le camp de Namor, t'as le camp du Wakanda. Ces deux camps qui sont d'extrême droite pour moi. Qui sont en mode, les deux camps, j'en ai fait la blague dans ma critique parce que j'ai répété 2 fois le même truc, mais qui sont en mode, nous on n'aime pas les étrangers, tout ce qui est à nous, c'est à nous, on le partagera jamais, et surtout, on n'aime pas les étrangers, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Et du coup, mon problème se pose là, parce que, qu'est-ce que c'est ?
Je vais pas spoiler, mais c'est évident dans un Marvel. Tu peux pas finir un Marvel comme ça. Il y a un des deux camps qui gagne, mais c'est un camp d'extrême droite. C'est un camp d'extrême droite qui gagne. Mais après, si je peux nuancer, t'as quand même le camp du Wakanda. Enfin, si tu pars dans ce principe-là, ils ont plus une peur de l'Occident et d'une invasion des États-Unis, enfin très en mode post les 3 guerres du Golfe, quoi, que vraiment d'une peur d'accueillir les étrangers, parce que t'as quand même le personnage de la scientifique, même si j'en suis pas un grand fan. Enfin, c'est juste, je me fais un peu l'avocat du diable, tu vois, mais j'ai des trucs à reprocher au film, mais je dirais pas sur ce plan-là. Je suis d'accord que, ouais. Attends, juste je rebondis là-dessus. Vas-y. Je suis d'accord que la position du Wakanda a un peu évolué quand même par rapport au premier film où là c'était, oui, clairement. Mais non, parce que, enfin, limite xénophobe, etc. Mais là, je trouve que tu vois, les États-Unis, ils sont un peu en mode, ou bah, jouer le jeu du libre-échange, de partager vos ressources, etc. Mais juste oui, parce mais- qu'ils sont méfiants et qu'ils veulent pas le faire, il faut aller les envahir et piquer leurs ressources. C'est ça la solution. Enfin, tu vois, non, mais en fait, c'est pas ouf non plus. je vois ce que tu veux dire, mais le truc qui est important, c'est que la scène post-générique de Black Panther 1, c'est T'Challa qui dit, ouais, on va ouvrir notre pays, etc. On est d'accord. Oui. C'est Ouais. vrai, Voilà. c'est vrai ça. Et Black Panther 2, c'est un rétro-pédalage. Et moi, ce qui me gêne, c'est que le personnage de Shuri, qui est en mode, vas-y, on va pas faire les traditions, tout ça, etc., qui est plutôt progressiste, etc., je vais pas spoiler, mais à un moment, elle vire totalement, et elle est en mode, bah si, en fait, ça c'est bien et tout. Et vraiment, j'ai eu l'impression, limite, que le film, à la fin, me disait, oh, les pauvres Américains. Et j'étais en mode, mais non. Non, 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 non. Et enfin, genre, que ça soit le camp de Namor ou le camp à la fin, je parle surtout à la fin, parce que le film te pose le doute pendant un premier temps, mais à la fin, le camp du Wakanda, c'est extrême droite en puissance. Ça me gêne, Bah. ça me gêne terriblement. Moi, je vais rebondir et dire un petit peu mon avis sur ça, parce que ça rejoint un peu ce que je pense du film. Moi, j'aime bien la première partie du film. Bon, après, voilà, les scènes d'action, etc., en termes de mise en scène, c'est pas non plus exceptionnel. Même si je retiendrai plus la course-poursuite avec Okoye et sa lance qu'elle plante dans la voiture, que j'ai plutôt bien aimé, parce que la musique, etc., rendait plutôt bien le truc. Et la confrontation Okoye et le colonel ou je sais pas quoi de Talokan sur le pont, qui était plutôt pas mal aussi. Mais toute cette première partie, en fait, hormis les scènes d'action, je la trouve hyper intéressante d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'on a 3 camps qui vont se baser. On a les Nations Unies, on a le Talokan et le Wakanda. Et ces 3 camps cachent des secrets sur chacun, etc. Et ces secrets vont peut-être être divulgués et créer une sorte de guerre mondiale entre 3 nations distinctes. Et ça, j'ai beaucoup aimé le fait que on passe plus du temps à développer une sorte de politique et des points de vue différents entre chaque nation, sans vraiment créer de manichéisme. Il y a vraiment des histoires de débat, et si jamais tu parles tu parles d'autre chose, ou si jamais tu divulgues un secret, ou tu fais telle action, ça peut déclencher une guerre. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce niveau de tension qu'on instaure dans la première heure et demie du film. Et j'aime un peu moins cette façon de virer Namor comme un méchant officiel du Wakanda au bout d'une heure et demie, parce que j'ai juste envie, il y en a marre de débattre, et il y a juste envie de faire pampan cucu et partir en scène d'action. Et c'est à partir d'une heure et demie du film où je commence à me poser la question de, ils avaient un scénario hyper solide qui là pouvait rentrer en profondeur et faire une sorte de Civil War un peu mieux écrit. Et finalement, en fait, le film il part comme Civil War, c'est-à-dire au bout d'une heure de film, on en aura le cul de partir en profondeur et de faire une histoire cohérente. On va juste faire de la baston, on va juste fournir ce que veulent voir nos fans, et c'est encore un peu Marvel qui prend les fans pour des cons. Et entre les deux Black Panther, en fait, finalement, le Wakanda, en fait, ils sont pas vraiment gentils, ils sont pas vraiment méchants, ils sont juste un peu cons, ils sont juste un peu débiles, et finalement, ça a été le cas pour Killmonger, mais là, ça l'est aussi pour Namor. Celui qu'on te vend comme le méchant du film n'est pas non plus le méchant, en fait. C'est juste quelqu'un qu'on a essayé de développer au départ avec des idées, et qui finalement sert juste à être vrillé en moitié de film, pour qu'il soit juste un sac de frappe pour ce Wakanda entre guillemets gentil. Mais à côté, je vois pas vraiment de... En fait, le message politique, ils essayent d'autant caser un au début du film, et finalement après, il n'y a plus vraiment de message politique. Bah oui, c'est ça. Attends. Oh, Oui, pardon. vas-y, surpris.
Attends, je peux rebondir sur ce que t'as dit justement, parce que je pense qu'on est assez d'accord, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Mais justement, en fait, j'ai l'impression, effectivement, la première partie et tout, même, j'ai pas parlé du rythme du film par exemple. Le film dure 2h41, il est long. C'est Genre très, très long. très long. C'est vraiment Très- assommant. Ouais, c'est assonnant. Mais de toute façon, c'est un problème que j'ai avec les films comme Les Éternels qui durent à peu près la même durée, ils savent pas gérer le rythme sur Mais- des films comme ça. Ouais, par contre, moi, j'ai plus subi devant Les Éternels que Ah oui. devant Ah oui, moi Black aussi. Panther 2. Oui, Ah moi pareil, aussi. c'était Mais interminable les éternels. Moi, je vais être sincère, Mais, je vais être franc, moi, les 2h40 de Black Panther, je les ai pas vraiment vus passer. Enfin, je me suis quand même Ouais. laissé emporter par justement cette première partie qui, moi, m'a vraiment passionné en termes d'écriture. Et ensuite, bah, comme c'est de la scène d'action, je me fais pas forcément chier derrière, quoi. Ouais, non mais si je peux rebondir du coup sur ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, la première partie en soi est pas si mal. Bon, en termes de réalisation, moi, même la scène sur le pont avec Okoye versus Talokan, tout ça, enfin, je suis pas fan, tu vois. Mais effectivement, la première partie en termes d'écriture politique est plutôt intéressante. Mais moi, mon Non, mais en problème- termes de tension, pardon, je te coupe, mais en termes de tension, la scène là sur la plateforme pétrolière et tout, où t'as les mecs de Pandora là qui arrivent, les navis qui arrivent pour tuer tout le monde. Enfin, honnêtement, en termes de tension, pour du Marvel, j'ai fait putain, attends, je suis bien devant Black Panther. Genre, Ouais, honnêtement, c'était pas ouais, exceptionnel, mais mais ça j'ai un tenait la autre route. problème. J'ai un autre problème avec ça, mais j'y viens juste après. Juste pour la partie politique, effectivement, le début est intéressant, mais que ça soit Shuri, par exemple, voilà, ou Namor, il replonge dans les travers de l'extrême droite juste après. Et ça me dérange. Mais ce que je voulais dire aussi sur la partie donc, que tu as citée Demetrio, mon problème, comme l'a dit Vince, il me semble que c'est Vince qui a dit ça, C'est que c'est éclairé avec c'est le que, cul. c'est que de nuit ou sous l'eau, tu ne vois que dalle. Et ça me gêne parce que ça me gêne d'autant plus que tu sens que sous l'eau, par exemple, il y a eu une DA qui a été bossée à fond. Parce que si tu regardes les décors ou les effets spéciaux, tu sens que il y a eu un truc qui a été bossé, mais vraiment, parce que point positif, Black Panther 2, en termes d'effets spéciaux, moi je le trouve pas ignoble. En termes de jeu d'acteur, Ouais. j'enchaîne sur les points positifs parce que après je vais repasser sur les points négatifs. En termes de jeu d'acteur, je trouve que c'est l'une des meilleures directions du MCU, tu vois. Mais pour revenir du coup sur l'éclairage de ces scènes-là, tu ne vois rien. C'est bien de vouloir faire réaliste parce que sous l'eau c'est sombre, tout ça, voilà, super. Mais si tu vois rien, si ton spectateur voit rien, il peut pas profiter de ta DA, il peut pas profiter de tout ça, tu vois. Et ça me gêne. Voilà, je sais pas qui voulait. C'était Vince, je crois. Ah non, j'ai c'est- rien dit. Par contre, D'accord, je me suis trompé, super. vite off, faut abréger parce que sinon on va prendre 56 ans ce soir. Bah, Ça marche, ça marche. Margot, Et J'ai il y a terminé, Margot j'ai qui terminé. doit encore parler Margot après s'est toi. pas exprimée. Ah, bonjour, oui. J'ai oublié que j'étais là. Je pense que vous avez dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur le film. Moi, je retiens personnellement des personnages féminins qui sont plutôt bien écrits. Ouais. Un film trop long, mais qui bizarrement se laisse regarder. Et je trouve que, pour conclure là-dessus, c'était le dernier film de la phase 4. Si je dis pas de bêtises, je vérifie. C'est ça. C'était le dernier Ouais. film de la Non, non, phase c'est 4. ça, c'est ça. Ouais. Excuse-moi, je te coupe, il y a juste le téléfilm Guardians of the Galaxy Holiday Special. C'est lui le dernier Oui. truc de la phase 4, quoi. Ouais, mais bon, des longs Oui, métrages je de pense pas qu'il cinéma, va c'est le apporter dernier, quoi. grand chose. Je pense pas qu'il Oui, va apporter oui, grand chose. oui, voilà. oui. Mais oui, je veux dire, en termes de long métrage, c'est le dernier de la phase 4. Et moi, en sortant de Black Panther 2, le premier truc que je me suis dit, c'est ok, c'est moins pire que les autres Marvel. Et je trouve qu'on est arrivé à un stade avec Marvel où on arrive à se contenter finalement de pas grand chose. Parce que quand on voit la tronche de la phase 4, et je trouve que c'est assez symptomatique, c'est-à-dire que là, on a eu Black Widow, on n'en retient rien. Shang-Chi, à la limite, il y a des trucs sympathiques. Les Éternels, trop longs. Le Spider-Man No Way Home, on n'en parle pas Doctor parce que Strange 2. c'est pas un film. Trop bien. Doctor Strange 2, oui, il y a Trop quelques bien, trucs bien pour le dedans, coup. mais ça reste. Quand Sam Raimi ça sort de reste- sa ça sieste, reste- c'est pas mal, quoi. Oui, c'est pas mal, on va dire ça. Puis après, ça, et après tu retombes sur le dernier Thor, qui est une abomination absolue. Un film à Et on rendre finit cher. là-dessus. Et moi, je trouve que cette phase 4, elle est vraiment mais d'une platitude assez affolante. À l'image d'Endgame. On a des introductions de 15 000 personnages qu'on sait qu'on verra dans les prochaines phases, mais on fait du surplace. Et j'ai l'impression que Marvel a envie d'étirer ces trucs, que ce soit en film ou en série. Et ça devient assez C'est ça. épuisant, même si, Black Panther 2, c'est clairement pas le pire de cette phase.
Mais pour revenir sur le fait qu'ils ont envie d'étendre en série, il y a par exemple le personnage d'Ironheart qui est vraiment écrit, qui est vraiment écrit sur une ligne droite, juste pour rajouter les nuances dans une série Oh non, plus tard. je l'ai trouvé cool pour le coup, ce personnage. Il y a beaucoup de Non, gens mais qui ont elle détesté, moi, est j'ai trouvé bien. cool. Elle est bien, mais elle est elle est introduite à là la juste cruelle. pour setup j'avoue, sa série, en fait. Elle est introduite à la Sinon, elle a cruelle, mais rien à le faire là. personnage en soi est cool. Oui, non, mais elle est bon. cool. Après, oui. j'ai une autre critique à faire parce que vous avez parlé des effets spéciaux qui étaient plutôt pas mal. Je tiens à C'est moi dire qui ai dit ça. je tiens à dire que arrivé la bataille finale qui est sur l'eau, on introduit des nouvelles tenues pour Okoye, un nouveau costume d'Ironheart et le nouveau costume de Black Panther. Enfin, je suis désolé, hein, mais l'armure d'Iron Man dans le premier film, qui date quand même de 2008, paraît beaucoup plus réaliste que ces merdes qui sortent tout droit Oh, d'un je suis épisode pas d'accord. de... Oh, je Ça, c'est suis pas vrai. d'accord. Je suis pas Non, d'accord. attends. Il y a plein de gens qui. Non, attends. Parce que... Si, elle fait plus palpable, je trouve. Ah oui, parce qu'il y a les reflets... Non. Il y a les reflets d'image, etc. Là, quand tu regardes la bataille qui se passe sur l'eau, la fin de Black Panther, la nouvelle armure d'Ironheart, la tenue d'Okoye et tous ces trucs-là, t'as Alors, l'impression ça de se voit regarder que de c'est du l'animation. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que j'ai l'impression que tout le monde retient l'armure d'Iron Man dans le premier film pour le plan, tu sais, avec sa main sur les graviers et tout. C'est super bien fait. Mais pour le coup, alors que je crache de fou sur les effets spéciaux de Marvel généralement, mais Ironheart, Okoye, tout ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Hein. J'ai pas trouvé ça dérangeant du tout. Ah, hein. mais Les reflets de lumière, tout ça et tout, moi je trouve ça bien. Hein. Mais moi, j'ai vraiment l'impression de regarder de l'animation, de l'animation en 3D. C'est comme, par exemple, la tenue Iron Man, je la trouvais vraiment bien en 2008 et pendant toute la phase 1. Mais quand tu regardes Infinity War, machin, et qu'il y a ces nano-trucs, machin... Non, je suis désolé, mais elle se l'armure d'Iron Man au fur et à mesure des films. Ouais, je suis assez à la d'accord. rigueur, quand elle se consolide, tu sais, là où il est face dans la scène d'intro, enfin à New York là, quand il enlève ses lunettes et tout, ok, là c'est dégueulasse, mais la suite c'est très bien, genre. Bah, non. Enfin, en fait, je trouve que par exemple, pour te dire un peu ce que je pense, la première tenue d'Ironheart dans le film, celle qu'elle fait avec ses mains, etc., elle me semble beaucoup plus palpable, logique Oui. et réelle que c'est ce qu'elle a à la fin qui ressemble vraiment à un truc de un manga japonais, normal, quoi. Non mais c'est normal parce que alors ça se trouve j'ai dire une connerie, j'avoue. Alors disclaimer, je me suis pas renseigné là-dessus et tout, mais de ce que je pense que sa première tenue, il y a eu des trucs faits en vrai, enfin sur elle, sur l'actrice. J'ai du mal à y croire avec Marvel. Ouais, mais même sa tenue à la fin, moi vraiment, j'ai vu plein de gens sur Twitter dire c'est dégueulasse et tout, j'étais en mode bah non, c'est pas incroyable, tu vois, mais en vrai, je trouve que ça passe avec les reflets de lumière ou même la façon dont c'est dans le décor, ça va. Mais par contre, moi, pour je le trouve coup, que ce que quand j'ai même, trouvé genre... le plus dégueulasse, c'est les incrustations dans l'océan à la fin, tu vois, Oui, bateau, ça océan. par contre, c'est pas top, ouais. Ouais. Et Dimitri, vous vouliez dire quelque chose? Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est... Enfin, on s'est quand même tapé au moins sur quoi 20 films Iron Man. Est-ce qu'on a encore besoin de War Machine, Iron Heart, enfin encore des trucs qu'on a déjà vu, quoi. Ah oui, je sais non, pas, ça- après, Ah, mais peut-être c'est coupez-moi ça, la coupez-moi phase si je me 4, trompe, hein. Mais Non, ouais, enfin, on a la quand même phase beaucoup 4, de réchauffé, c'est Picard, la phase Mais 4. c'est ça, C'est vraiment compliqué. C'est ça. C'est Picard, parce que la phase 4, c'est quoi? C'est, vas-y, il y a Hulk, maintenant il y a She-Hulk. Vas-y, il y a Captain Marvel, maintenant il y a Miss Marvel. Vas-y, il y a Iron Man, maintenant il y a Iron Heart. Il y a que Ouais, Loki que je c'est sauve. ça. Moi, C'est Loki, que- je trouve qu'il faut Et défendre. on a toujours Mais, pas les meilleure 4 production de la phase fantastiques. 4. Bah écoutez, je vais conclure là-dessus. La phase 4, Ouais. tout comme l'épisode spécial Gardien de la Galaxie, C'est le bordel. c'est comme le bacon dans le triple cheese McDo, ça ne sert à rien, et pourtant c'est là. Oh. En tout cas, attends, je voulais juste dire un truc, voilà, Luan, il a aimé Hawkeye, et ça, c'est une putain de honte. Voilà, allez, salut. Je suis désolé, Hawkeye, J'ai pas regardé. c'est mieux que toutes Non. les autres merdes de la phase 4, hormis Shang-Chi C'est- et Je la m'attendais- moitié de Doctor Strange. Bref, on va Je conclure. m'attendais à Die Hard, j'ai eu Daimou. Bref, on va conclure sur ce Black Panther Wakanda Forever qui est encore actuellement en salle. On va passer au deuxième film de la soirée. On va essayer d'être beaucoup plus concis sur celui-là parce qu'on en a rien à foutre. C'est Amsterdam de David O. Russell. Espérons que tout ira bien. Ça devient plus compliqué. Tu veux qu'on commence? C'est moi qui arrose, en général.
Il y en a beaucoup plus à venir. Allons à Amsterdam. Quelqu'un t'a frappé, Bert, parce que t'as une marque rouge au visage. J'ai été giflé. J'ai été frappé. Oh, non, non, non. Amsterdam, réalisé par David O. Russell et réécrit par David O. Russell. C'est l'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l'une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. Voilà, c'est ça le scénario sur Allociné. Ça vend du rêve. Tout court. Ça vend du rêve. Comment faire 2h15 dans le vide? C'est Demetrio qui a envie de parler et de défoncer le film, donc je t'en prie. Bah, en fait, j'ai vraiment essayé d'y aller avec les meilleures intentions du monde en me disant, bon, quand même, il y a un bon casting, David O. Russell, c'est pas non plus un peintre à ce point, il y a quand même des trucs à sauver. Et moi, je m'attendais à une sorte de sous Guy Ritchie, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et là, j'arrive face à ce truc. Christian Bale qui cabotine. Margot Robbie qui parle en français. Il y a Chris Rock. Il y a des plans qui s'enchaînent, mais tellement mal. Les dialogues n'ont aucun sens. Je m'en fous, je vais dire le twist final. Le twist final, c'est quand même que, en fait, derrière il y avait un drap qui cachait des tableaux, avec des tableaux de Göring et Hitler. Et t'as le méchant dans son jardin, il y avait un signe nazi, en forme de buisson. Voilà. Et ce film est terrible. Ça n'a aucun sens. Le scénario, c'est même pas qu'il arrive pas à se déployer, c'est, on ne comprend plus le scénario. Moi, je suis face à des scènes, t'as Rami Malek qui commence à parler, je me dis, mais qui c'est? Vraiment, ce film, il donne le tournis. C'est un film, j'avais envie de vomir, mais tellement j'en pouvais plus de voir ce truc. Je suis resté jusqu'à la fin pour le podcast, et voilà, mais vraiment, je serais jamais allé voir ça, je pense, de mon plein gré, et c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Le montage, il est tellement mauvais, les dialogues, mais il y a des trucs que Margot Robbie dit. Et en plus, elle parle en français, parce que du coup, dans le film, on te fait croire qu'elle sait un peu parler français, parce qu'elle aurait été infirmière pendant la guerre, mais c'est d'une cringitude. C'est insupportable. C'est vraiment, les dialogues s'enchaînent. Je crois que t'as un monologue de Margot Robbie qui dit oui, en gros, il faut profiter de ses amis et tout, mais ta gueule, vraiment, ferme-la. Pourtant, elle fait tout ce qu'elle peut, mais vraiment, tous les acteurs jouent pas si mal, je trouve. À part John David Washington, surtout, lui, je trouve qu'il joue extrêmement bien, avec le peu de trucs qu'il a joué, hein. Il arrive à jouer. Il y a Robert De De Niro Niro. De Niro, il fait des regards calmes, des fois, en mode, s'il vous plaît, aidez-moi, sortez-moi de là, quoi. Mais Il avait besoin de je vais payer ses essayer d'être un peu plus factures, sérieux sur le Bob. film. Voilà, c'est ça. Il doit avoir, je pense, beaucoup de divorces, parce que je comprends pas pourquoi il fait autant de merde. Mais bref, donc je vais essayer quand même de dire des trucs un peu intelligents sur le film. Je pense qu'en fait, le plus gros problème, c'est évidemment le scénario, mais c'est qu'en fait, on te décrit en permanence ce qui se passe, les personnages te racontent, mais ils te racontent ce qu'on vient de voir. Du coup, c'est inintéressant. Mais par exemple, t'as les amis, la soi-disant amis qui parlent entre eux, ils se disent ah là, tu te souviens ce qu'on a fait à Amsterdam, puis tu te souviens de ce qu'on a vu, puis tu te souviens comment on est trop amis, mais je le vois pas, ça, je le ressens pas, donc moi en tant que spectateur, je suis perdu. Mais le truc, c'est qu'en fait, le scénario, il s'arrête, enfin, les dialogues s'arrêtent jamais. Ça ne fait que parler. Mais pour ne rien dire, c'est ça qui est terrifiant. Attendez, juste par curiosité, il dure combien de temps le film? 2h15. 2h14. 2h15. 2h14! Alors, vu ce que vous m'en disiez, je vais jamais voir ce film. Non mais, Ah, il faut ressenti, pas, hein. Parce que vous m'en 5h53, vraiment. 53, hein, il a pas arrondi, il a dit Ah, 53. c'est très précis, j'ai fait mes calculs. Non mais j'avais le temps de faire mes calculs pendant le film. J'ai pris 53 et 47 secondes. J'ai pris des notes pendant le film, je pourrais vous montrer, je crois que j'ai mis vraiment 10 points d'interrogation à la suite, tellement je comprenais pas comment on a pu produire un truc pareil. Alors, moi, je suis Ouais, j'ai déçu. laissé la parole, mais oh là là. Moi, je suis déçu parce qu'en fait, j'avais tellement la flemme que j'ai été le voir en VF. Et donc, du coup, j'ai pas pu entendre Margot Robbie parler français. Je suis... Ah, déçu. c'est quelque Arrêtez la chose pourtant. cringitude. Oh non. Ah mais vraiment. Allez le voir en VF dur. Non, mais je vais me le choper quelque part et je vais regarder quelques scènes, hein. J'ai envie de... Ah non mais je pense que la la VF rattrape, tu vois, je pense que la VF rattrape 2-3 Oui. trucs à mon avis. Oui, Vu oui, comment oui. Parce que c'était terrible. t'as peut-être un jeu meilleur en VF, tu vois. Ah ouais, Ah non, oui, mais, non, mais, je suis sincère quand je dis ça. Oui, non, mais parce qu'on a les acteurs de doublage officiels des acteurs, genre Incroyable, les acteurs VF. de j'aime Christian beaucoup la Bale, VF, hein. etc. On retrouve les mêmes voix que dans Dark Knight, etc. Donc Soutien on à n'est la pas VF. dépaysé. Philippe Valmont si jamais pour ceux qui connaissent. Putain, il est fort. Mais moi, en fait, ma plus grosse déception du film, et c'est là que
c'est vrai que vraiment le film sert pas à grand chose et n'est que là. C'est que le film existe. Ouais, et c'est ça la plus grande déception, c'est qu'il existe. Et qu'il n'est que là pour la gloire de David O. Russell qui n'en a aucune. En fait, c'est vraiment un film égocentrique pour lui, et où il essaye de mettre le plus de choses qu'il sait faire, mais sauf qu'il sait rien faire. Et il s'est juste gâché en fait le talent des autres, parce que je trouve qu'en fait les acteurs, même en VF, bah tu sens qu'ils sont pas intéressés, pas intrigués, qu'ils en auraient cru d'être là. Il y a la musique. Qui est complètement inexistante. Alors, attendez, j'ai plus le nom du compositeur, mais je sais que c'est pas un inconnu. Ouais, c'est ça, c'est Daniel Pemberton, et c'est un. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. Oh, quel gâchis. Et c'est pas n'importe qui, parce que c'est quand même un compositeur qui a été chez Ridley Scott, qui a été surtout chez Ridley Scott, mais qui fait aussi la musique du roi Arthur, la légende d'Excalibur, qui est absolument exceptionnelle. Incroyable cette musique, incroyable. La meilleure musique que le film. Donc la musique d'Amsterdam, elle est inexistante alors qu'il y a un putain de compositeur derrière. Il y a surtout aussi un putain de chef de directeur de la photo qui est Emmanuel Lubezki, qui est le chef-op d'Inaritu, qui est le chef-op de Malik. En vrai, il y a du gros casting, il y a du trop de gâchis. Et en fait, David O. Russell découpe tellement mal son film et fait un montage archi charcuté que t'as même pas le temps d'admirer la photographie de Lubezki, qui est complètement inexistante, parce que la majorité du temps c'est du grand angle et une caméra positionnée un peu n'importe où. Je me rappelle d'une scène d'ouverture où ils décortiquent un corps mort. Des fois il y a des plans, je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi il y a un plan sur cette tasse qui ne servira à rien? Mais je crois qu'en fait le cadreur c'était un nain, ou tu vois, parce qu'il y a tellement de scènes ou alors vraiment beaucoup de respect pour les personnes de petite taille, mais il y a beaucoup de scènes filmées de très bas. Et il a rattrapé son argument. T'as vu, hop là. Je me suis fait une passe décisive tout seul, mais vraiment il y a beaucoup de plans où je me dis mais qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi est-ce qu'on prend ce point de vue? Qu'est-ce que ça me raconte? Vraiment rien. In the sauce. Oh putain. Mais il y a ça. Mais en fait, le seul plan qui est notable dans le film, dans 2h15, c'est un plan où il y a Christian Bale et Washington qui partent, John David Washington. qui s'enfuient, et que t'as un plan large sur la ville avec des belles lumières, etc. C'est le seul plan qui ressemble au chef-op. Le reste, c'est des champs contre champs et des gros plans sur les visages. Et il y a aucun effort derrière. Pourtant, ils sont beaux. Christian Bale, tout ça, ils sont beaux, tu vois. Putain, en fait, Bale, il est rigolo parce que tu sens qu'il a pas envie d'être là. Mais il fait, mais il fait un peu genre le Johnny Depp cabotin. Okay. ce qui sublime un petit peu son personnage, mais après le reste, c'est horrible. Et je sais pas comment ça marche aux États-Unis, mais ils avaient tous besoin de valider leurs heures, là. Mais en fait, je pense en fait que il y a eu piston, quoi, et il y a eu agents qui se sont mis d'accord pour dire vas-y, on va participer au nouveau film à Oscar de David O. Russell, mais finalement c'est bidesque, quoi. Je sais pas, j'ai pas vu le film. J'ai pas vu le film, mais en fait, en voyant les bandes annonces et tout, je me dis, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment des bonnes intentions, mais que ça a été foiré. Et puis le réalisateur, moi, je vais pas voir son film parce que Cancel. Cancel, quoi. Mais voilà. Moi, j'ai déjà failli m'endormir en regardant la bande-annonce, donc j'ai décidé de pas y aller. Mais t'as bien eu raison. Premier degré, j'ai vu la bande-annonce pour la première fois ce midi. Mais ça a l'air naze. Genre, même la photo dans la bande-annonce, elle est pas ouf du tout. Enfin, bref. Mais c'est catastrophique. En plus, il y a pas de décor, tout est cloisonné, mais ça a coûté 80 millions. Enfin, 80 millions. Ah non, mais vraiment. Pourtant, pour ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Pour ce que j'ai vu faut dans payer la bande-annonce. Christian ça me donner envie de voir un film avec Margot Robbie. Faut y aller. Pour conclure, on va passer à Margot qui va vous dire ce qu'elle a pensé d'Amsterdam. D'ailleurs, elle m'a fait un résumé critique pendant la séance tellement elle se faisait chier. Margot, qu'est-ce que t'as pensé? Oui. Achève-le. Durée du film 2h15, ressenti 7 ans en année chien, au moins. Ce n'est pas plus. Un casting 5 étoiles pour un scénario inexistant qui ne cesse de te prendre par la main, et je trouve ça énervant au plus haut point, ces scénarios qui ont besoin de t'expliquer tout ce qui se passe, comme si le spectateur est beaucoup trop con pour comprendre ce qu'il voit. Sinon, tout a été dit, la cringitude des personnages qui parlent en français, la comptine en français,
où vraiment Oh là j'ai là. cru que j'étais en train de me liquéfier dans la salle et j'avais envie que la salle prenne feu. Ah putain, ça c'était Faut horrible, qu'on ouais. tranquille. Même en VF, c'est horrible. Ah, bah, je peux te dire qu'en ouais, VO, c'est délicieux. En VO, tu sais, en VO, en plus, je comprenais pas au début que c'était une comptine, puis j'ai compris que c'était une Mais- comptine et j'ai compris que c'était des mots en français. J'étais ventouse. Est-ce que la salle a vraiment pris feu? Ah, j'aurais bien voulu, j'aurais dû y mettre. Ah feu. oui, J'aurais c'est ce que peut-être, je me disais. J'aurais peut-être sauvé tout le monde, parce que même dans la. Non, mais en fait, c'est ce truc où le film, il sait pas où se placer. C'est-à-dire que c'est pas assez drôle pour que ce soit une comédie, d'ailleurs, personne n'a rigolé dans la salle. C'est pas assez bien écrit pour que ce soit un bon film policier, parce que bon, à la base, on vend quand même une sorte d'enquête un peu glamour dans. Voilà, les années, je sais plus, c'est années 30 ou une connerie dans le genre, je sais plus. Je sais même Ouais, plus. c'est années 30, Mais, c'est ouais, années 30. ouais, à 30, on te vend ce truc-là et t'as rien de tout ça. Tout sonne faux. Les acteurs sonnent faux, les décors sonnent faux. Il y a rien qui va dans cette histoire. Et que le film ait pu sortir, que je comprends pas, parce que c'est une. C'est même pas que c'est, je sais pas, le néant, ouais. C'est vraiment, je crois, c'est ce que je disais à quelqu'un, c'est-à-dire que j'avais l'impression de voir le néant à l'écran pendant 2h15. Et franchement, c'est très Ah, très c'est long. ça. Hein. Et je vais conclure cette partie sur Amsterdam par une anecdote personnelle. Vous le savez, vous commencez à le savoir, je travaille dans un cinéma, je ne compte plus le nombre de fois où les gens sont sortis au bout de 40 minutes de film et sont carrément partis. En fait, je me retrouve avec des salles déjà... Legit. Bah, en fait, je me retrouve vraiment avec des salles où j'ai 3 personnes ou 4 personnes. Des fois, je me retourne vers les caméras de la salle au bout de 40 minutes de film et je n'ai plus personne dans la salle. Et j'entends des portes claquer. Ah, mais tu m'étonnes, quoi. Putain, avec un film pareil. Et ça me fait toujours bien rire. Voilà, c'était notre partie sur Amsterdam, un film OSEF actuellement au cinéma, si ce n'est s'il le diffuse encore, parce que non seulement il dure longtemps, mais en plus il sert à rien et il fait pas d'entrée. Donc, Ouh, ça tire pas à balle imaginaire ici. Ah non, bah non. Mais justement, comme on tire pas à balles réelles, enfin comme on tire au fusil d'assaut, on va passer sur le film le plus peut-être problématique de cette émission. Oh non. On va passer sur Mascarade de Allez, Nicolas let's Bedos. go. C'est le mariage que tu vises, oui ou non? C'est le divorce. Tout ce qu'il vient de subir était la conséquence d'une incroyable mascarade. Je suis pour rien dans cette histoire. Faut pas croire tout ce qu'elle dit. Margot, c'est une fille qui invente ce qu'elle aimerait être. C'était donc pour ça. Mascarade réalisé par Nicolas Bedos. Avant de vous pitcher un peu ce que raconte Mascarade, afin de bisuter notre invité JB illustre connu, ça va être Margot qui a 3 pages de notes sur Mascarade qui va commencer, et le bisutage se fera à partir du moment où Margot va dire le premier mot. JB n'aura pas le droit d'intervenir pendant toute sa section et ne pourra que parler à la suite de ce que va dire Margot dès lors que je vais lui donner la parole. Je me tais. Mascarade, qu'est-ce que ça raconte? C'est lorsqu'un jeune gigolo, donc c'est Pierre Ninet, qui tombe sous le charme d'une sublime arnaqueuse, donc c'est Marine Vact. C'est le début d'un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d'Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s'offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d'une ancienne gloire du cinéma, donc Isabelle Adjani, et d'un agent immobilier, donc François Cluzet. Passion, crime et trahison, après Monsieur et Madame Adelman et La Belle Époque, Nicolas Bedos tourne en dérision le monde cruel de l'argent roi et nous livre une nouvelle fresque sentimentale. Qu'est-ce que tu en as pensé, Margot? Eh bien, écoute, s'il y a bien un point positif que je dois trouver au film, c'est que c'est pas trop mal filmé. Je trouve qu'il y a un sens du montage très précis qui fait que c'est assez plaisant à voir. Il y a des scènes que je trouve très élégantes et très théâtrales. Je pense celle qui me reste en tête à chaque fois, c'est celle du dîner. Enfin, quand le personnage d'Isabelle Adjani fait un dîner et qu'elle te fait son truc ultra théâtral avec Pierre Ninet au piano, je trouve ça vraiment chouette. Et là, je me dis, putain, ça peut être bien. Et plus le film avance, plus je me dis, ben non, en fait, Nicolas Bedos est toujours aussi misogyne, ça ne bouge pas, c'est incroyable. Parce que, et même si, je crois dans ses interviews, c'était un truc où il aimait les femmes et tout, il s'inspire même de sa vie, d'un livre qu'il avait écrit et qui est jamais sorti d'ailleurs.
donc le personnage de Pierre Ninet et Bedos. Ce film est misogyne parce que déjà il sait pas où se placer. Il y a des scènes où, et c'est ça qui je trouve le plus dommage, c'est-à-dire que il y a des scènes, par exemple, t'as le personnage de Margot qui voilà, il déploie un personnage assez intéressant où tu découvres qu'elle est très manipulatrice et tout, qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire, les mécanismes qu'il faut pour choper les hommes, pour les flatter, pour flatter leur ego, etc. Et juste après, tu te retrouves avec une scène abominable où elle demande personnage de Pierre Ninet, dont j'ai oublié le prénom, de la frapper, Adrien, voilà, de la frapper pour faire croire que c'est l'autre François Cluzet qui l'a frappé, etc. Je trouve ça, je ne comprends pas où ça va en fait. Le personnage de Margot qui est traitée de folle, je ne sais pas combien de fois dans le film. Bien évidemment, c'est toujours la femme le problème. Qu'est-ce qu'on a Enfin, je comprends pas en fait les portraits de femmes là-dedans. T'as la femme de François Cluzet qui passe pour la pauvre victime qui est obligée de se mettre à genoux et supplier son mari de pas partir avec Margot. À chaque fois, t'as une sorte de discours paradoxal où il veut montrer que, en gros, on va pas dévoiler le twist du film, mais que, soi-disant, c'est la femme qui a réussi à prendre le dessus. Enfin, c'est ce qu'on veut dire, notamment dans cette scène de fin où je trouve que c'est vraiment le summum du paradoxe, où on te dit que, c'est la femme qui a réussi, c'est la femme qui a gagné, c'est les hommes qui ont perdu, mais t'as cette voix off d'un homme, c'était celle de Pierre Ninet, d'Adrien, où, en fait, on te dit, finalement, c'est quand même un peu la faute de la femme. Si on est là, si on est arrivé là, c'est un peu à cause d'elle. Donc, je trouve que, je suis mitigée. Je suis mitigée parce que oui, le film est misogyne, même si on veut nous faire croire le contraire. Je trouve à chaque fois les réactions des personnages féminins qui sont ultra démesurées, contrairement à celles aux hommes. Ça passe toujours. Enfin, le portrait de la femme hystérique commence à m'épuiser au plus haut point. Ce besoin, j'ai l'impression, il y a un besoin dans Mascarade de s'abreuver des malheurs des femmes pour pouvoir exister. Donc voilà, moi je n'aime pas ce film. Je trouve ce film, je dirais pas forcément problématique, parce que bon, je pense qu'il y a d'autres problèmes à gérer, mais je reste persuadée que ce film est misogyne, que Bedos n'aime pas les femmes, il n'a jamais aimé les femmes dans son film, et autant Monsieur et Madame Adelman, je trouvais ça pas mal, autant La Belle Époque me posait déjà pas mal de problèmes avec le personnage de Doria Tillier. Et là, je trouve que Mascarade, c'est le pompon sur la Garonne. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. En fait, c'est pas qu'il n'aime pas les femmes, c'est qu'il n'aime pas Doria Tillier. Et ça, commence à nous faire comprendre. ça commence à se voir, en fait. Et pareil, je pense qu'il n'aime pas non plus c'est son ex, Oui, voilà. Et je pense qu'il n'aime pas non plus la chirurgie d'Isabelle Adjani. Il nous le fait bien comprendre lors d'une scène bien particulière. Mais je suis pas d'accord. Ah bon, mais je vais laisser parler JB qui est à contrario de Margot. Donc voilà, JB, je te laisse la parole. Ne sois pas tout rouge colère, mais je t'en prie. Je suis en colère. Non, c'est pas vrai. Non, je vais faire un petit préambule quand même qui est important pour nos auditeurs et nos auditrices. C'est que moi, Nicolas Bedos, c'est mon réal préféré. Voilà, je sais pas s'il y avait des gens ici qui étaient au courant ou pas, mais c'est mon réal préféré parce qu'il a réalisé Monsieur et Madame Adelman, qui est mon film préféré, que j'aime d'amour, vraiment. La Belle Époque qui est très bien, et pour tout vous dire, je trouve même son OSS 117 très appréciable. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas aimé. Donc il arrive avec Mascarade, qui pour moi tranche de fou avec ce qu'il avait fait actuellement. Avant, pardon. Et moi, Mascarade, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, Margot, parce que effectivement, ça montre les femmes comme manipulatrices, et ça, c'est un petit peu dérangeant. Enfin, dans le sens que c'est le regard dans une première demi-heure, dans une première heure,
qu'il pose sur les femmes, et ça c'est un petit peu dérangeant, parce que tu te dis, il tacle pas forcément les hommes et tout, donc c'est problématique. Mais moi, quand je ressors de Mascarade, au-delà du fait que je trouve la réalisation, mais même toi, Margot, t'as bien aimé la réalisation. Ah oui, oui, totalement. Voilà. J'ai pas de souci avec la réalisation. Moi. La réalisation, je la trouve mais impeccable, virtuose. En fait, moi, ce qui me passionne avec le cinéma de Nicolas Bedos, c'est que c'est un cinéma du virtuose. C'est un cinéma de la liberté en termes de réalisation. C'est-à-dire, c'est des films français, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ça bouge tout le temps, ça réinvente tout le temps son plan. C'est-à-dire qu'il va même jouer parfois à refaire le même plan que genre 15 minutes plus tôt, mais après il va être le réinventer, etc. Ou alors il te crée des séquences de fou, comme par exemple la séquence où Pierre Ninet danse, et que au départ tu te dis ouais bon il danse sur une plage, ça bouge mais c'est pas très intéressant, et puis après il va marier ça avec Pierre Ninet qui danse dans la maison d'Adjani, et ensuite il va marier ça avec le montage qui va faire effacer les tableaux au fur et à mesure de la maison d'Adjani, et qui du coup te raconte un truc sur le scénario, sur les personnages, enfin c'est super intéressant. Et en plus de ça, il y a une cohérence dans son cinéma qui me passionne. C'est-à-dire que à ce moment-là, il réutilise une musique qui avait été composée pour La Belle Époque par Anne-Sophie. Ah merde, je connais pas. Vas-y, continue, je te la trouve. Je crois que c'est Anne-Sophie Versaillant, mais j'ai peur de prononcer mal son prénom. Anne-Sophie Vernayens, Nervayeyen. Donc j'ai vraiment très, très mal prononcé son prénom. Mais, vraiment, son nom est compliqué, mais on s'excuse pour elle. C'est écorché. Elle est trop forte, elle est trop forte. Donc, déjà, moi, en termes de réalisation, que ça soit Monsieur et Madame Adelman, La Belle Époque, un peu moins OSS 117, quand même, et Mascarade, ça me passionne. Mais en plus de ça, moi, je suis pas d'accord sur le fait que Nicolas Bedos est misogyne. Parce que vraiment, quand il parle de... Justement, tu as parlé de la scène, Margot, où la femme de François Cluzet est un peu soumise à son mari, etc. Je suis pas d'accord, parce que moi, je vois constamment, mais dans le film, je vois constamment un regard sur les hommes, en mode, vous êtes des grosses merdes. C'est-à-dire, je vois constamment un regard, notamment sur la femme de François Cluzet, qui essaye de... Alors, je veux pas spoil, mais qui essaye de rattraper son couple, on va dire. Mais qui essaye de rattraper son couple par rapport à un regard d'homme toxique. Et j'ai l'impression que Nicolas Bedos juge ce regard d'homme toxique. Et c'est pas pour rien que dans la fin, les femmes sont au pouvoir, les femmes ont gagné et que les hommes sont des merdes. Mais c'est pas juste « Oh, les hommes se sont fait berner ». C'est pas juste ça. C'est les hommes se sont fait berner parce qu'ils sont des merdes. C'est ça, en fait, j'ai l'impression. Et je vois Vince qui acquiesce ce que je dis. Du coup, merci beaucoup. Non, mais j'ai vraiment... Moi, je trouve, au-delà du point de vue misogyne ou pas, enfin, du réalisateur, moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas qu'il est misogyne. Je trouve, au-delà de ça, que c'est brillamment réalisé, c'est brillamment écrit. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionne dans le cinéma de Nicolas Bedos également, c'est que c'est un cinéma qui est en constante réinvention. C'est-à-dire qu'aucune scène va ressembler à une autre. C'est tout le temps évolutif. Ça évolue tout le temps en termes d'écriture. Au-delà de ça, du côté évolutif permanent, il y a également des punchlines qui sont dingues. Il y a des phrases que tu retiens. Je ne sais pas s'il tient ça de son père, de la façon dont parlait son père, Guy Bedos. Mais il y a des phrases que tu retiens, etc. Et en plus de ça... J'ai perdu mes mots. J'ai perdu mes mots pendant que je faisais... Mais je trouve que Nicolas Bedos est un brillant réalisateur, un brillant écrivain de scénario. Et moi, je le trouve pas du tout misogyne. Et justement, je trouve qu'il laisse un peu il interroge le spectateur là-dessus. Et moi, je pense vraiment sincèrement qu'il n'est pas misogyne, parce que les hommes, au-delà qu'ils se fassent berner, je vois constamment un regard, mais vraiment haineux envers les hommes dans ce film. Vraiment haineux. Et je trouve que c'est un film féministe, je trouve que c'est fort, je trouve que c'est l'un des films... Pour moi, c'est le meilleur film après Monsieur et Madame Adelman, et je trouve que c'est un film qui souffle, qui transpire son besoin de liberté. C'est-à-dire le personnage de Margot, c'est un personnage qui a besoin de liberté... qui a un besoin de liberté extrême, et en plus de ça, il y a toute une scène dans le film qui dure très peu de temps,
mais qui est très intéressante, notamment au terme de réalisation, où elle est sur un bateau avec des hommes justement toxiques, misogynes, tout ce que vous voulez. Et cette scène, j'ai l'impression qu'elle est elle est filmée, elle est mal filmée, exprès, pour montrer le côté dérangeant et le côté agressif des hommes qui sont détestables dans cette scène. Et la femme qui s'élève par rapport à ça, qui est forte par rapport à ça, et qui est justement féministe par rapport à ça. Voilà, et je pense avoir tout dit sur Masquerade. Si j'ai un truc à redire après, si on argumente contre moi ou quoi, je le redirai, mais je pense avoir tout dit. Et j'espère ne pas m'être mis dans la merde. Voilà. Non, moi je vais continuer parce que et laisser la parole après à Vince qui acquiesçait certains arguments de JB et laisser conclure Demetrio dont je ne connais pas la vie. Mais moi je suis un peu mi-figue mi-raisin par rapport à Masquerade. Je vous l'avais dit, la réalisation elle est presque irréprochable. Enfin, il sait manier la caméra, Nicolas Bedos, et il sait insuffler du rythme à son film. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien l'aspect caustique et satire où on se moque un peu de gens riches comme Isabelle Adjani ou Cluzet qui ont de l'argent et qui se bourrent la gueule, et donc du coup quand il y a des soirées entre riches, il y a toujours des conflits qui vont s'installer, etc. Et j'aime bien cet esprit un peu comme ça, et c'est ce qui est un peu aussi dans l'origine du mal ou des trucs comme ça où des gens qui sont un peu de la haute vont s'arracher les cheveux et se faire des coups en douce. Et c'est toujours très divertissant, surtout que là on a un point de vue juridique. En fait, tout est raconté par des témoins lors d'un procès qui résulte des événements du film. Et voilà, c'est quelque chose d'assez ludique en termes de réalisation, de découpage et même de scénario. Après, je rejoins Margot sur le côté un peu bancal de tout ce qui est misogynie, etc. Parce que je vois ce que vous voulez dire en termes de hommes toxiques, etc. Mais et ça je le ressens pendant une grande partie du film. Mais par contre je rejoins Margot sur le fait que plus on approche de la fin, et surtout la dernière scène, c'est pour moi c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que ah non, justement. Ah mais je suis pas d'accord, tellement pas d'accord. Je vais y venir après, mais justement non. Mais en fait pour moi vraiment le fait que le film se termine et que on montre justement que il y a des perdants, un vainqueur, mais qu'il y a cette petite ambiguïté de c'est de leur faute. Moi, ça me gêne. En fait, moi vraiment, je pense que le film aurait été beaucoup plus intéressant s'il n'y aurait pas eu de vainqueur, pas eu de perdant, et qu'il n'y aurait pas eu cette putain de voix off et ce plan final aussi. Alors par contre, attends, excuse-moi, je t'interromps. Durant toute la scène finale, il n'y a aucune voix off par contre. Hein. Ah si, il y a la voix off. Non, mais c'est la voix d'Adrien qui... Ah non, pas du tout. Alors, ça se trouve, je me souviens super mal, mais il y a la voix d'Adrien quand il raconte le truc à François Cluzet, etc. Et ensuite, t'as toute la scène finale avec Margot et l'autre personnage, je me souviens plus de son prénom, pourtant il est incroyable, il est incroyablement joué. Et il n'y a pas de voix off du tout. Hein. C'est le personnage de Jeanne, de Laura Morant. Voilà, il n'y a pas du tout de voix off. Mais si, je crois que c'est elle la voix off, justement. Oui, alors j'avoue, ça se trouve, je me trompe. Dans mon souvenir, il n'y a pas de voix off. Mais si tu me dis que la voix off, c'est la voix off de Laura Morante, bah ça contredit votre propos. Ah, pour moi, c'est la voix d'Adrien, mais Ah non. Nous avons vu trois films différents. Ah non. J'ai vu mais de toute façon, même dans ce que dit Adrien à la fin, j'ai vu 3 fois le film. Dans mon souvenir, il y a la séquence avec Adrien et François Cluzet. Il envoie, enfin, vous voyez de quoi je parle, quoi. Et ensuite, il y a la séquence avec Margot et Laura Morante. Et bon, là, il n'y a pas de voix off d'Adrien du tout. Bref, ça n'empêche que moi, ce que j'ai pensé justement cette fin, c'était vraiment, c'est tous des connasses, quoi. Mais c'est ce que j'ai ressenti à la fin, et c'est ce que j'ai ressenti aussi pendant plusieurs scènes, qui moi m'ont assez mis mal à l'aise par moments en termes de dialogue, parce que connaissant le personnage de Nicolas Bedos, et connaissant aussi son écriture très ambivalente et avec des positions politiques assez claires et nettes,
qui a un peu suivi sa carrière sur les plateaux de télé en tout cas. Je l'ai reconnu par moment dans son écriture, mais plutôt lui, pas son style d'écriture, hein, vraiment le personnage de Nicolas Bedos. Non. Qui est un peu toxique, hein, non, on mais... va pas se le cacher, mais je l'ai reconnu par moments dans certains dialogues, dans certaines écritures, et ça m'a un peu mis mal à l'aise. Après, ça n'empêche que le film est assez divertissant, il dure un peu plus de 2 heures et on voit pas forcément le temps passer, mais ça n'empêche aussi que 2h15. Ouais, voilà, il dure 2h15, il dure la durée d'Amsterdam et c'est son plus long film, hein. Beaucoup plus intéressant en tout cas à analyser, que ce soit positivement ou négativement, mais ça n'empêche que pour moi il y a un vrai problème dans le scénario. C'est-à-dire que pour moi, si le film devrait se tenir, ça aurait été juste une comédie dramatique un peu satirique sur la haute société et un film d'arnaque sans réel vainqueur, et avec aussi un co-scénariste à côté, pour peut-être féminin ce qui est pour histoire d'orienter un peu le propos et de mettre un peu de jauge, mais voilà, je pense que ça aurait été plus le film. Parce que là il y a un vrai petit problème. Je te laisse JB très succinctement parce que sinon on va prendre 50 ans. Non, c'est juste moi le personnage public de Nicolas Bedos, je l'apprécie pas forcément, enfin j'ai pas trop d'avis dessus, mais je trouve que vraiment ça différencie le personnage et le réalisateur. Le réalisateur est pas du tout pareil. Et mais la caméra ne parle pas, c'est mot oui. Non mais non, mais je veux dire le réalisateur scénariste n'est pas pareil. Et moi je trouve ce film pas du tout problématique, au contraire. Alors excusez-moi, mais je le trouve plutôt féministe, moi, ce film. Alors, après, ça se trouve, je dis des conneries, je me trompe. Peut-être que je suis dans l'aveuglement et que dans 4 ans, je me dirais, en fait, non, Mascarade, c'est de la grosse merde, mais moi, je le trouve, au contraire, plutôt féministe. Par rapport à ce que j'ai expliqué. Pour contre-argumenter vite fait, je trouve que t'entends pas forcément Nicolas Bedos dans les dialogues de Adelman, dans les dialogues de La Belle Époque, mais par contre depuis OSS, parce que même dans OSS on l'entend Bedos par moment dans certaines de ses répliques, depuis OSS il a une séquence, plusieurs, mais il a une séquence, non vraiment il a une séquence, je l'ai revu hier soir, il a une séquence. Ouais, enfin il met plus ses opinions politiques et ce qu'il pense un peu de la société, mais non, femmes, mais OSS, des hommes, etc. dans ses films. Oui, mais OSS c'était son moins beau film parce que justement il a joué le personnage du politiquement incorrect et un peu con, tu vois. Mais Mascarade, c'est pas du tout ça. On va pas faire un pamphlet sur OSS, mais rien que l'ajout du personnage de Pierre Ninet qui fait ça à contrebalancer tout ce que dit le personnage de mais il se fait, je vais pas trop spoiler, mais il se fait bouffer. Ah oui, mais en fait, j'ai spoilé. Il se fait bouffer. C'est ça le problème. Mais non, parce que franchement, c'est ça le problème. Oui, non, il porte les idées de Nicolas Bedos, il se fait dézinguer. Oui, mais justement, c'est ça le problème. En fait, le personnage. En fait, le personnage qui est un peu la représentation de la cancel culture et en fait des gens qui ont des fois raison. En fait, il se fait bouffer et il est. Pas du tout. Non, si, en fait, le personnage féministe, le personnage antiraciste, machin, est puni à la fin d'OSS. C'est ça le problème. Non mais c'est tellement compliqué, c'est tellement compliqué parce qu'il est puni, mais par rapport à, on va pas trop. Parce que dans l'univers d'OSS, il a rien à foutre là. C'est pas question de politique. Dans les autres OSS, ce qui marchait bien, c'est qu'il n'était pas jugé par un personnage beaucoup plus intelligent. Non. Ce personnage féministe, il est puni dans l'univers d'OSS. Mais c'est un peu complexe parce que c'est pas forcément ce que Nicolas Bedos cautionne. En fait, OSS 117, c'est un film malade, le 3. Parce que justement, il essaye de apporter ses idées à lui et en même temps de respecter ce qui était fait avant. Je veux dire, le personnage de OSS 117-2 féminin, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais, bon bref. Pour recentrer le débat, là. On que je finisse de m'énerver parce que on divague, revenons au meilleur film de 2022, à savoir Amsterdam. Oh. Allez, c'est parti. Non, laissons Vince exprimer son avis, on va passer à Demetrio et on va conclure sur Mascarade. Écoutez,
Moi, Mascarade, je l'avais vu il y a 6 mois, juste après Cannes, et j'avais vraiment bien aimé. Et je l'ai revu là à sa sortie. J'ai accompagné ma mère qui voulait aussi le voir. Et on a tous les deux bien aimé. Moi, j'ai quelques trucs dans le film que j'ai trouvé moins plaisants que lors du premier visionnage, ce qui m'a fait baisser un peu ma note. Mais je trouve quand même que c'est un film très ambitieux dans la forme, que ça fait du bien d'avoir des films aussi ambitieux, avec une caméra aussi fluide, aussi ample, un montage aussi bien tenu, qui fait qui relie très bien ce récit très dense en fait, qui navigue entre différentes temporalités, différents points de vue, etc. Je trouve que c'est super bien tenu et c'est vraiment pas facile à faire. Maintenant, pareil, je suis pas d'accord sur ce point de vue misogyne, parce que pour moi, en fait, pendant tout le film, il remet en question le comportement des hommes, et y compris à la fin, en fait, quand t'as Pierre Ninet qui joint Cluzet pour dire « Ah ben on s'est fait avoir, oh là là, la méchante, en fait, elle avait tout prévu », mais c'est du ouin-ouin d'hommes de base pour dire, pour qu'ils se plaignent, mais ils sont ridicules, en fait, parce que eux-mêmes, ils ont essayé de jouer avec d'autres gens, ils sont joués des sentiments d'autres personnes, ils sont pas mieux, en fait, donc voilà, la question du personnage de Marine Vact, je trouve au contraire, elle est rendue très puissante dans le film. Oui. C'est pour moi un mélange entre Sharon Stone dans Basic Instinct et Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. Et elle est absolument formidable. Je trouve ça génial justement qu'elle gagne à la fin et qu'elle crache à la gueule du patriarcat de cette façon pour dire voilà, moi j'ai pas besoin des hommes et j'ai ma place au soleil avec ma copine. Et même le personnage d'Adjani qui elle finit perdante et qui lui arrive des choses assez... Si, quand même. Bah non, parce qu'elle témoigne au procès et au final celui qui a perdu c'est Pierre Ninet. Oui mais on s'en fout, émotionnellement elle s'est fait détruire quoi, bref. Oui mais elle rebondit à la fin. Bon, c'est pas le débat, on va pas épiloguer 1000 ans dessus, mais elle finit en quelque sorte perdante de cette histoire, mais en fait, je trouve que Bedos, il a constamment un regard tendre sur elle, même si il y a des moments où elle s'auto-ridiculise parce qu'elle est trop exubérante et imbue de sa personne, mais il y a quand même un regard tendre qui se pose sur elle à travers son rapport à la vieillesse, à l'évolution de sa carrière, de sa beauté, etc. Et elle est victime d'un homme, encore une fois, et même de tous les hommes de sa vie. Et je trouve ça justement touchant, et je vois pas en quoi du coup ce serait misogyne. C'est juste un fait, quoi. Je veux dire, une femme qui est victime des hommes, quoi. Et elle me fait penser d'ailleurs un petit peu entre la Mrs. Robinson dans le lauréat et le personnage de Gloria Swanson dans Boulevard du Crépuscule. Et je trouve que c'est vraiment un personnage assez passionnant, qui est constamment très très bien filmé. Je trouve la caméra de Bedos qui la sublime à chaque instant. Tellement. Après voilà, même Emmanuelle DeVos, je crois, qui joue la femme de Cluzet, je trouve intéressante parce qu'elle a, d'un côté, elle va tromper son mari avec Pierre Ninet à la première occasion qu'elle a, et de l'autre côté, quand c'est lui qui la quitte pour une meuf plus jeune, là, elle tente de sauver son couple, mais c'est justement intéressant par rapport à ce qu'elle a vécu, où elle lui a plus ou moins avoué qu'elle avait sa liaison, ils ont continué, et là, quand lui avoue sa liaison, il n'est pas d'accord pour continuer, et c'est ça qui la bouleverse, si tu veux. Je peux t'interrompre 2 secondes ? Ouais. Il y a une scène très intéressante aussi où Emmanuelle DeVos place un putain de couteau sous la gorge de son mari. Oui. Tu vois, donc... je sais pas. Mais au final, voilà, elle a essayé de reprendre contrôle un peu de ses désirs,
et elle se fait avoir par son mari, donc encore une fois victime. Je trouve qu'il n'y a rien de misogyne là-dedans non plus. Enfin, je veux dire, le comportement de Cluzet, oui, mais le regard de Bedos qu'il a dessus, non. Donc je suis vraiment pas d'accord du tout sur ces accusations misogynes, n'est-ce pas ? Ce procès d'intention. Clash. C'est un fait. Non mais après voilà, on a des points de vue différents. Écoutez, nous allons mettre fin au débat. Démétrio, Démétrio, on a oublié Démétrio. On est à 2-2 là. Démétrio dans nos cœurs, Démétrio, pour conclure, qu'est-ce que tu as pensé de Masquerade ? Bah, en fait, Vince m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais alors que à la moitié de ses arguments. Au début, je me suis dit, ah merde, il dit vraiment les mêmes choses que moi, putain, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter. Mais donc, finalement, ça va. Donc, je suis assez d'accord sur le fond du film. C'est-à-dire que c'est un film avec beaucoup d'ambition, très ample dans le montage, comme t'as dit, une réalisation qui, franchement, peut aller choper le César. C'est un film qui est divertissant. Donc moi, ça me fait plaisir de voir ça en France, une telle production et tout. Maintenant, il y a des trucs qui me gênent, et c'est surtout au niveau du scénario, parce que les 4 acteurs, je trouve qu'ils sont vraiment exceptionnels. Même François Cluzet, je trouve qu'il a vraiment une aura très particulière. Marina Vact aussi, vraiment j'aime beaucoup. Mais il y a des scènes qui me dérangent, et c'est à peu près vers la dernière heure du film où je commence à me dire, tiens, c'est un petit peu long. Et notamment, je trouve que la dégringolade du film commence avec des trucs du style, au procès, on a des... Mais c'est une mascarade! On ne voit ça que dans les films. Les dialogues comme ça, j'ai envie de sauter par la fenêtre. Je déteste. Ça me sort du film instantanément. Et à partir de là, c'est un peu trop théâtral. Ça peut pas bien finir toute cette histoire. Ça va forcément être une fin terrible. Et je pense que j'avais bien vu venir le truc. J'ai détesté la fin. Mais vraiment, je trouve que les 30 dernières minutes sont abominables. En fait, je rejoins Margot sur le fait qu'il est peut-être misogyne. En vrai, je sais pas. Mais je crois qu'il est juste con, en fait. Je crois qu'il a pas bien compris ses personnages. Je crois qu'en fait, vous lui donnez trop d'importance. Je crois qu'il se pose pas vraiment la question, tu vois. Pour moi, il a des très bonnes actrices et il se dit, ok, je vais leur faire jouer des trucs. Mais à la fin, t'as tous les personnages féminins du film, en fait, c'était des manipulatrices, hystériques, enfin, tout le cliché des femmes, quoi, dans les vieux films américains. Et, hystérique, je suis pas d'accord. Manipulatrice, oui, mais je sais pas me passer hystérique. En tout cas, montrer comme, enfin, tu vois, je peux pas m'empêcher d'avoir ce... Attendez. Je peux pas m'empêcher d'avoir le cliché, tu vois, de Bedos derrière, avec sa clope qui fait, ouais, si tu veux, j'ai fait un film un peu, psychédélique pour les femmes, quoi. Tu vois, genre, un truc un peu bizarre. Je peux pas m'empêcher d'avoir ce truc-là, tu vois. Et, mais c'est peut-être mon impression, mais en tout cas, moi qui m'a sorti du film, mais instantanément, et j'ai pas pu suivre, enfin, le twist, je trouve qu'il sert à rien. Pourquoi tu fais un twist? Enfin, dans ce genre de truc-là, je déteste. Moi, qu'on montre c'est personnel, mais les 5 premières minutes où on te montre un peu la fin, en même temps, non, t'avais caché un petit détail, enfin, je trouve que c'est assez putassier. Mais attends, le twist. Ouais. Le twist, tu parles de la fin? C'est pas un twist, hein? Un peu quand même. Bah, un peu. Un peu quand même. Ouais, un peu. Non. Bah, allez, il y a un dialogue dans le film qui fait, haha, attention, il y avait peut-être ça, mais enfin, je suis désolé, ça vient comme un cheveu sur la soupe. C'est un truc qui te remet en question tout ton visionnage. Non, je suis pas d'accord. Bah, ok, bah peut-être pas. Il y a une révélation finale. En tout cas, il y a ouais, voilà, dans le climax, il y a une grosse révélation. C'est une révélation. Voilà, c'est pas un twist. Ok. Non, mais enfin, appelle ça comme tu veux. Personnellement, ça m'a un peu dérangé. Mais je vais me faire foutre, let's go. Non, mais quand même, là où je peux te rejoindre, c'est que je trouve quand même que c'est un bon film. Même si moi, le scénario me séduit pas, c'est un bon film. Oui. Mais je suis content de sortir d'un film et de me dire, ah, c'est le scénario que j'ai pas trop aimé dans les directions qu'il a pris, mais j'ai quand même passé un bon moment. Alors que tu vois, à Amsterdam, je ne passe même pas un moment. Donc, j'en viens à relativiser sur tout le cinéma que j'ai eu ces dernières années. C'était notre critique et nos débats Attends, sur... non. Oula. Oh, le coup d'état. Non, c'est juste pour rebondir sur un dernier truc que JB a dit, qui me fait un petit peu sursauter, on va dire. Que tu trouves, non mais que vous trouviez pas le film misogyne, soit. Je veux dire ça, après c'est une question de point de vue, il y a pas de problème. Moi c'est mon avis personnel. Tu ne peux pas dire que Masquerade est un film féministe. On peut pas dire que Masquerade est un film féministe parce que je suis d'accord. Ma maman a dit que c'était un film féministe. Alors ma maman aussi, dans premier degré, ma maman aussi, je lui ai montré. Écoute. Vince, j'aime bien ta maman, mais elle pourra pas venir dans l'appartement. Non, mais faut faire très court. On peut pas dire que c'est un film féministe parce que malgré tout, il y a qu'on le veuille ou non, il y a le male gaze. Enfin, je veux dire, il est là. Les seuls personnages, enfin, Marina Vague tout le temps à poil. Isabelle Adjani sur lequel on revient tout le temps sur sa vieillesse. Il y a une scène de nu très furtive au début, c'est tout. Il y a rien. On voit rien, même dans les scènes de sexe. Non mais tu te fous moi, t'as fermé les yeux ou quoi? Tu faisais autre chose?
Bah attends, je l'aurais vu, hein. J'ai vu le film 2 fois quand même, hein. Bah, ouvre un peu mieux les yeux, écoute. Non mais pour pas non plus épiloguer 1000 ans là-dessus, t'as la vieillesse d'Isabelle Adjani qui à chaque fois remise sur le tapis et qui est jugée de manière négative, alors que par exemple celle de Cluzet, elle est jamais remise en question. Oh, c'est mignon Mais et pas tout. du il se tout, tape- pas du tout. Laissons les gens s'exprimer. Et la seule femme de ce podcast C'est mon avis. s'exprimer, s'il vous mais plaît. après, François Cluzet, elle est remise constamment en question. Et juste pour finir là-dessus, je suis désolée, non mais en fait, juste pour revenir sur ta remarque d'un film féministe, ce n'est pas un film féministe parce que c'est un homme qui l'a réalisé, parce que c'est un regard d'homme qui est posé sur des femmes, qu'on le veuille ou non. Wow. C'est comme ça. Et non, ce n'est pas un film féministe, c'est tout. Après, c'est peut-être pas misogyne. Après, ça, c'est chacun voit midi à sa porte, y a pas de problème. Mais après, peut-être c'est aussi parce que c'est le regard que j'ai en tant que femme. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais je trouve qu'il regarde Pierre Ninet de la même manière que Marine Vague dans ce film. T'as envie de le... Je le vois pas comme ça, mais après, tout est une question de point de vue comme toujours. Mais je pense sincèrement que le regard d'une femme sur ce film et le regard d'un homme sur ce film ne sera foncièrement pas le même. Et je le vois très bien quand tu regardes des avis sur Twitter. Bah après voilà, c'était pour rebondir là-dessus sur ta remarque de film féministe qui m'a un petit peu fait non mais en vrai ultra intéressant. Bref, on va conclure sur Mascarade parce que j'en ai plein la cervelle. Ras le cul. On va maintenant passer à Balle perdue 2, réalisé par Guillaume Pierret. Un film qui devrait pas non plus créer beaucoup de débats et qui devrait, s'il vous plaît, durer pas très longtemps. C'est mort, mon gars. C'est pas trop tard, laisse-moi t'aider. Alors je sais pas ce que t'es en train de faire. Mais finis ce que t'as commencé. Dernière chance la nuit. Me encanta este tío. Balle perdue 2, réalisé par toujours Guillaume Pierret, l'espoir à la française comme on aimerait l'appeler. C'est un film d'action qui raconte et qui reprend le premier Balle perdue 2, sorti il y a 2 ans sur Netflix. Où on retrouve premier Balle perdue 2. Le premier Balle perdue. Oh, le premier Balle perdue, ouais, effectivement. Où on va suivre Lino et Julia après la mort de Carras, un collègue, qu'ils ont repris la relève et forment une nouvelle équipe de choc à la brigade des stupes. Bien déterminé à retrouver les assassins de son frère et de son mentor, Lino continue sa traque et ne laissera personne se mettre au travers de sa route. Écoutez, je vais commencer sur Balle perdue 2, je vais être très succinct. Moi j'avais beaucoup aimé le premier Balle perdue, qui était un divertissement d'action assez réjouissant il y a 2 ans, même si ça cassait pas non plus 3 pattes à un canard, mais c'était très sympathique, avec un Alban Lenoir qui tenait bien son premier rôle et qui arrivait petit à petit à effacer son rôle dans Les Gamins, qui datait quand même il y a de certaines années, mais je me souvenais même plus qui était dedans. Oh putain, tu te souviens plus de la scène de masturbation? Non. Je te la revoir, elle a mal vieilli. Mais au moins, tu vois, genre, Alban Lenoir qui sort de son rôle d'acteur de comédie pour devenir vraiment star d'action un peu à l'américaine. Et ça faisait plaisir. Et là, ce Balle perdue 2, je l'attendais vraiment avec impatience parce que je me suis dit, Guillaume Pierret, avec le succès de Balle perdue 1, a eu plus de budget et ça se sent. Bordel de merde. Vraiment, je me suis posé la question à la fin de ce film en me disant, mais pourquoi ils ont choisi Louis Leterrier pour réaliser Fast X? Parce que quitte à prendre un français, mais prenez Guillaume Pierret, qui sait vraiment filmer des scènes d'action sans faire 50 000 cuts, qui sait en même temps mêler scènes d'action avec des cascades réelles et des voitures en 3D, et sans qu'on voit la différence, justement. Moi, il y a une scène qui m'a absolument retourné dans ce film, c'est la scène des voitures qui volent avec un choc d'électricité, sans en dire plus, qui est une scène qui vraiment aurait été dans un film d'action américain. Moi, j'aurais pas vu la différence, et qui est en même temps une scène d'une intensité absolument incroyable. Ils ont sorti un making of il y a quelques jours
où on apprend que en fait il y a un saut d'une voiture avec une grosse explosion a été faite en effets spéciaux réels. Et ça, bordel de merde, c'est fort. Dans le dossier de presse, ils annoncent qu'ils ont pété entre 40 et 50 voitures. Franchement, ça se sent aussi dans le film. Et je souhaite aussi souligner le fait que Guillaume Pierret arrive parfaitement à trouver les cadres parfaits pour certaines actions dans le film, et notamment certaines courses-poursuites. On a notamment une sorte de caméra subjective dans la voiture. Une subjective qui est positionnée dans le capot, mais qui fait des panoramiques justement entre le volant et ce qui peut se passer aux alentours, et ça crée une sorte d'immersion assez totale dans les scènes de course-poursuite qui sont presque interminables. Hein. Dans un film d'1 heure et demie, on a pratiquement une heure d'action, et quand on a du blabla, même s'il y en a très peu, c'est toujours pour rester sur un fil rouge du scénario qui va jamais vraiment faire les montagnes russes, mais qui va suffisamment donner en rebondissement et en intérêt pour qu'on puisse s'attacher au personnage de à la fois Lino, joué par Alban Lenoir, mais aussi le personnage de Julia, qui prend une importance un peu plus forte dans ce film, joué par Stéphie Selma, qui moi m'a vraiment convaincu. Là où je trouvais que dans le premier elle avait quelques petites faiblesses et qu'elle n'arrivait pas à être toujours juste, là elle a vraiment une gueule d'action, une gueule de film d'action, et ça fait plaisir de voir un rôle féminin qui prend un peu plus d'importance dans ce deuxième opus, et qui risque, je pense, d'en prendre un peu plus et encore plus dans le troisième film qui est déjà annoncé. Je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Et je t'en prie, vas-y. Allez, écoute, en fait, pendant ce film, je m'attendais vraiment à voir une bouse. Hein. J'avais vu le 1, c'était sympa, mais bon, un peu trop long, je pense, à mon goût. Et là, celui-là, j'ai bien aimé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, l'histoire, on s'en balance. Et là, pour le coup, tant mieux. Parce que dans le 1, ils étaient obligés de poser les bases de l'univers, donc créer des personnages, qui est logique. Faut poser un univers, sinon le film n'a pas de sens. Mais là, le 2, il peut partir, et c'est quasiment, je pense, je sais pas combien de temps dure le film, mais au moins... 1h30, ouais. Ouais, 1h30, c'est au moins 1 heure d'action vraiment jouissive, quoi. Genre, quand il y a un coup de pompe, tu le sens. Enfin, je sais pas si vous voyez la scène de laquelle je parle. Ouais. Où t'as un mec qui arrive par derrière, qui met un coup de pompe vraiment genre gigantesque, et j'étais là genre, je vois. Ce genre de truc là, c'est hyper jouissif, et je suis content qu'on fasse ça en France. Il y a des bonnes idées, notamment, il y a quand ils escortent le camion là le camion avec un colis à l'intérieur, je dis pas lequel pour pas spoiler. Mais c'est très ludique, c'est limite jeu vidéo, j'avais l'impression. Et pourtant c'est très simple, hein, c'est vraiment aller d'un point A à un point B, mais c'est génial. Enfin, honnêtement, je suis vraiment rentré dans le film très facilement. J'avais aussi noté que c'était un film qui rejoint Titan au panthéon des mécanophiles. Voilà. Et sinon, à part ça, je suis assez heureux de voir qu'on arrive encore à faire des films français d'action, ou alors policiers, mais sans propos sociaux, quoi. Là, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui raconte pas grand-chose, c'est-à-dire la vengeance. Bon, c'est un peu con, mais sans pour autant faire oui, c'est parce que c'était une vieille histoire de travailleurs. Même si les films français, quand c'est social, c'est génial. Enfin, ça rime, c'est fou. Mais ça peut être parfaitement bien fait. Et d'un autre côté, je suis content de voir juste qu'on peut faire du pur divertissement, quoi. Et ça me manquait un peu. Donc je suis content de voir qu'il y aura un 3, du coup, je savais pas. Et voilà, même si franchement, c'est pas non plus exceptionnel. Il y a Jérôme Niel d'ailleurs. Oui. Voilà. Il fait un rôle sérieux. Je trouve ça très sympa. Et mais non, franchement, un film assez solide. J'ai pas grand chose à dire dessus. Pour continuer et aller assez rapidement et vite conclure cet épisode qui déjà on a pris du retard. Vince, vas-y, je t'en prie. Ouais, écoute, moi j'ai plutôt bien aimé le premier, mais c'est vrai que du coup le scénario devant tout introduire alourdissait un peu le truc, alors que là du coup ça part direct, il n'y a pas besoin de faire de scènes d'exposition, enfin vite fait quoi. Ça va bien à l'essentiel, et tant mieux. L'essentiel étant l'action. Ça tabasse bien comme il faut, il y a des courses-poursuites plutôt sympathiques, dont une, tu l'as cité, Louane, qui est franchement plutôt cool, hein, en termes d'idées, ça rend très bien, et ça fait plaisir de voir
quelque chose comme ça en France, hein, c'est très rare, hein, mine de rien. Bah, on n'a pas eu ça depuis l'ère Besson, en fait, l'ère EuropaCorp avec les films de transporteurs et tout ça. Mais même si si ces films étaient moins bien réalisés, que c'est balle perdue. Ouais, non, là, c'est plutôt un type de cascade que tu pouvais voir dans des films américains ou hongkongais. Donc ça fait plutôt plaisir. Effectivement, je lui reconnais un certain sens du découpage dans les scènes d'action, genre au corps à corps, ou même certaines fusillades qui ne s'embarrassent pas de coupes inutiles et qui laissent un peu respirer les mouvements des personnages. Ça, c'est plutôt appréciable. Alban Lenoir et Stéphie Selma ont une sacrée présence à l'écran. Ça fait vraiment plaisir. Ils ont des gueules crédibles de personnages de cinéma d'action. Et voilà, non, c'est un bien chouette film. Ça m'a pas particulièrement impressionné, mais c'est parce que je suis biberonné au cinéma HK, donc j'ai vu des dingueries quand même nettement plus impressionnantes. Mais c'est quand même vraiment bien, et ça fait plaisir d'avoir ce type de film en France. Voilà. Avant de conclure, je vais laisser la parole à Marco auquel on a regardé le film à distance ensemble, et donc je sais l'avis. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, JB? Moi, balle perdue, je tiens à dire, honnêtement, hein, c'est Louane qui m'a fait découvrir. Parce que tu m'as dit, enfin, le premier, tu l'aimes, hein, on est d'accord. Oui, j'aime bien le premier, oui. Voilà. Et du coup, j'ai regardé Balle perdue il y a un mois. Balle perdue 1, du coup, j'étais en mode, ouais, c'est un bon film d'action, mais le scénario, bof. Balle perdue 2, je vais être en désaccord avec vous. Je trouve que c'est un très bon scénario. Il y a des défauts d'écriture, de personnages, tout ça. Ouais, non, en vrai, je suis d'accord. D'écriture, de personnages, etc. C'est un bon scénario de série B et d'action. Voilà, c'est ça. Ça fonctionne bien. Les enjeux sont bien posés, mais t'as pas besoin d'aller plus loin. Oui. C'est vraiment un bon scénario en soi. C'est-à-dire, c'est bien ficelé. Oui, non, mais c'est pas du mépris ce que je dis. C'est bien. Ça fonctionne, tout marche, quoi. En termes de réalisation, c'est dingue. Les scènes d'action sont folles, vraiment. Effectivement, Louane t'a parlé de la scène d'action où il y a tout ce qui est électrique, là. Voilà, je vais pas... Voilà. Ça, c'est fou parce que ça insiste de fou sur... On a du budget. C'est ça, tu vois. Bah oui. Mais c'est pas on a du budget, on fait de la merde. C'est on a du budget et on fait des trucs bien. Et moi, ce que je pourrais reprocher à Balle perdue 2, c'est que dans Balle perdue 1, je trouve qu'on a une finalité au personnage de... comment il s'appelle l'acteur? J'adore cet acteur en plus. L'acteur principal, Alban Lenoir. On a une finalité de construction de personnages, etc. On a une finalité. Dans les 20 premières minutes, le personnage d'Alban Lenoir régresse. Ça m'énerve, parce que, genre, c'est pas du tout le personnage qu'on a quitté au fin du 1, tu vois. Et ensuite, après ces 20 premières minutes, ça devient, comme je l'ai dit, un putain de film d'action. Le scénario est bon, il est bien ficelé. Le problème que j'avais avec Balle perdue 1, c'est que ça pouvait paraître un peu, par moments, téléfilm, genre Plus belle la vie, tu vois. Et ça m'énervait de fou. Mais Balle perdue 2, ils ont fait un crescendo en termes de scénario et même en termes de... Bah, c'est pas un scénario genre incroyable, tu vois, mais c'est un bon scénario. Et en termes de réalisation, c'est fou, les scènes d'action sont dingues, mais vraiment, vraiment, vraiment. Si vous écoutez ce podcast, regardez Balle perdue 2. En termes de scènes d'action, c'est absolument dingue. Surtout que c'est français, les mecs et les meufs. C'est français. Regardez ça. C'est absolument dingue qu'on arrive à faire ça en France, tu vois. Oh oui. Du coup, regardez ça. Et regardez Athéna. Bon, c'est une petite pub, mais regardez Athéna aussi. C'est dingue en termes de tout ce que vous voulez. On divague. On divague. Mais bref, je reviens sur Balle perdue 2. Un bon scénario selon moi. Et en plus de ça, les scènes d'action sont démentes. Moi, je ne compte même pas le nombre de potes à moi en école de cinéma ou même sans école de cinéma qui m'ont dit « T'as vu Balle perdue 2 ?» Et je leur ai dit « Ouais, j'ai vu. » Ils m'ont dit « C'est génial. » J'aurais dit « Ouais, regardez Balle perdue 2. C'est l'un des trucs qu'on fait le mieux en termes de... Je sais pas si on peut dire blockbuster français ou pas? Oui, bah c'est un blockbuster, oui.
Ouais, voilà, c'est ça. Fait pour En faire termes des de vues sur blockbuster. Netflix, ouais. En termes Blockbuster de plateforme. en termes de blockbuster français, c'est un truc qu'on fait bien. Regardez Balle perdue 2, c'est très bien. Et maintenant, je laisse la parole à Louane parce que j'ai parlé très longtemps, comme d'habitude. Allez. Moi, je laisse la parole à Margot qui va conclure justement cette petite partie sur Val perdu 2. Je vais conclure ça très rapidement. C'est dans mon top 10 de cette année, tout simplement. J'ai kiffé ma Ouais. vie. Oui, vraiment. Oui, En elle a termes, kiffé, hein. j'ai kiffé. En termes d'action, je trouve ça très inventif. Oui, le fait que ce soit français et qu'on puisse faire ça en France, je trouve ça incroyable. On voit pas l'heure et demie passer et je trouve ça très très drôle que quelques jours auparavant, il y a Prime Video qui sort Overdose, qui est vendu comme un film d'action, qui dure 2 heures pour un ressenti de au moins 5-6 heures. Oula. C'est abominable. Non, mais je trouve ça assez drôle que du coup, tu vois, Je t'as l'ai un pas côté vu, je l'ai pas Prime. Ouais, mais t'as un côté Prime, t'as Prime du coup qui sort Overdose d'Olivier Marchal, qui devrait partir à la retraite, mais bon, visiblement, il a pas encore envie. Et de l'autre côté, t'as Netflix qui te fait Balle perdue 2 et enfin la différence entre les deux, il y a un fossé. Il y a littéralement un fossé. Il y en a un truc, c'est du téléfilm. C'est un plan-plan, un truc de grand-mère. Même une grand-mère ne s'exciterait pas là-dessus. C'est pas possible autrement. Et à côté, t'as Balle perdue 2. Balle perdue 2, on lui demande que des trucs explosent de partout. Ça explose de partout. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, j'en demandais pas plus. J'ai eu ça. En plus, je trouve le personnage de Stéphie Selma incroyable. Vraiment, je le trouve très très chouette, très très bien développé. Le charisme, son charisme avec celui d'Alban Lenoir, bon bah vas-y, laisse tomber. On est amoureux du film et évidemment le twist de fin qui fait très 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 plaisir. Du coup, j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous faire avec le 3 parce que là, parce qu'il nous a fait avec le 2, va falloir tenir la distance pour la suite. Et ils vont partir Let's dans go, le l'espace 3. à Renault. Ils vont partir dans l'espace. Bref, le mec qui est un peu bidé. Il est tard. Oui, Il est tard. j'ai vu son excitation justement. On a regardé le film presque simultanément. J'avais juste 20 minutes d'avance sur moi. Donc du coup, en fait, elle me spoilait des moments en faisant des oh. Ce qui était très drôle. Bref, pour conclure cet épisode, on va partir sur une séquence conseil. Pour ceux qui savent pas ce que c'est quoi les séquences conseil, on prend un film, une série qu'on a vu très récemment et on en parle pendant 2-3 minutes grand maximum pour encourager les gens à découvrir. Le premier conseil sera dit par monsieur Vince qui a souhaité vous conseiller un film qui est actuellement au cinéma. Vince, quel est ton conseil? Pourquoi les gens doivent aller le voir? Bien, je vous conseille La Conspiration du Caire de Tariq Saleh. Visiblement, il rencontre un certain succès de ce que j'ai vu. Je crois qu'il a plus de 300 000 entrées. Donc ça fait plaisir. Si vous ne l'avez toujours pas vu, donc allez-y. Pourquoi? En fait, c'est un peu un film de flics infiltrés dans la mafia, sauf que ça se passe au sein d'une université qui forme des imams, je crois. Oui. Voilà, au Caire, donc. Et en fait, je trouve que le fait de transposer ce type d'histoire dans ce contexte, ça rend le tout encore plus tentaculaire. C'est l'université Al-Azhar. Al-Azhar, oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Et en fait, je trouve que il a eu le prix du scénario à Cannes et je trouve que c'est assez mérité parce que toute l'histoire est quand même bien ficelée. Et on a quelque chose qui me fascine dans la mise en scène, déjà par ailleurs, très belle photographie, très beau cadrage, etc. Mais ce que je trouve assez passionnant, c'est que il y a beaucoup de scènes de tension, mais où la mise en scène ne fait pas l'emphase dessus, d'un point de vue stylistique, où on a l'impression juste que ça flotte comme ça, que ça peut paraître plat alors que ça ne l'est pas, il y a une vraie tension sous-jacente dans des dialogues qui peuvent paraître un peu dits sous un ton monotone, et je trouve que ça rend le truc encore plus effrayant. Genre par exemple le personnage de Fares, qui est un membre
du gouvernement, enfin d'une agence gouvernementale qui espionne justement l'université. D'apparence, enfin, il est hyper négligé, il ressemble à rien le type. Mais comme ça, d'un seul coup, il arrive à te mettre des coups de pression avec des phrases toutes simples. Et je trouve que ça résume très bien la façon de gérer la tension dans ce film. Et j'ai trouvé vraiment tout le récit assez passionnant. Et donc je vous encourage vraiment à y aller. C'est un film très intéressant. Et j'ai voulu en parler surtout parce que j'ai constaté que Loan avait profité de mon emploi du temps chargé pour écrire un papier absolument calomnieux sur ce film, disant qu'il s'était profondément ennuyé, hein, si on lit entre les lignes. Et donc je vous encourage à ne pas l'écouter et à ne pas lire son article et à plutôt écouter moi et à aller le voir. Voilà. Je ne vais pas parler, les mots exprimeront ce que j'ai ressenti durant ce visionnage. Pour le deuxième conseil, on va écouter JB qui va nous conseiller une série récemment sortie sur Netflix. JB qui a disparu, qui est entré dans le vortex de la vie et qui est allé pisser. Parti pisser. Mais Démétrio a souhaité, lui, nous parler d'un film qui est sorti en VOD et dans quelques cinémas, mais qui est surtout disponible en VOD sur Viva by Vidéo Future. N'hésitez pas à aller l'acheter et le louer, hein, forcément. Mais Démétrio, quel est ton film ? Alors mon film c'est Escape from Mogadishu, qui est donc un film coréen sorti en 2021, mais qui à cause de la pandémie a eu du mal à sortir en France. Et donc j'ai eu la chance de le voir au cinéma, au Publicis Cinéma à Paris. Donc c'était l'une des seules séances en France. Et honnêtement, j'y allais sans aucune ambition. Mais vous savez, c'est pour ce genre de film où, en fait, quand vous êtes dans la salle, vous vous rendez compte que vous êtes en train de voir quelque chose de très grand. Mais de genre bien plus grand que vous. Et je me suis pris une claque, en fait. Je crois que j'ai pleuré toutes les 10 minutes, mais je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. En fait, c'est dans les années 90, il y a la guerre civile qui éclate en Somalie. Enfin, maintenant, l'une des nombreuses guerres civiles qu'il y a en Somalie. Et on suit l'histoire donc des ambassadeurs, de la situation de l'ambassade sud-coréenne qui essaye d'être extradée parce que la situation devient beaucoup trop complexe et qui est donc obligée de faire alliance avec l'ambassade de la Corée du Nord, et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et entre les faits réels qui certes sont un peu romancés et la manière dont ils parlent de cette relation mi-fraternelle, mi-de haine entre les deux Corées m'a vraiment beaucoup touché. Et même au-delà de ça, il y a des scènes vraiment, il y a des plans séquences qui sont impressionnants. C'est un film d'action bouleversant, qui laisse pas une seule seconde de répit, et franchement, je suis très admiratif. Donc je vous conseille d'aller le louer sur Viva. Connaissez-vous Viva Film? Mais sinon, essayez de le choper par tous les moyens. Je sais vraiment pas où il est, mais ça mérite de le voir dans les meilleures conditions possibles. Il est dispo sur Viva en location et à l'achat. C'est ça. Bah achetez-le. Je suis relâche. Et il est dispo en Blu-ray aussi. Oui, c'est ça. Et, sur toutes les plateformes, mais il a fait quelques petites projos justement sur Paris et Lyon parce que la province est toujours tertiaire. Malheureusement, parce que c'est vraiment un film exceptionnel. Ah oui, on l'a vu justement avec Margot. On a plutôt apprécié, en restant un peu mitigé. JB est revenu. JB a souhaité nous parler justement d'une série Netflix. Quelle est cette série, JB, et pourquoi? Le Monde de Demain, c'est une série sur NTM, mais également sur l'arrivée du hip-hop et du rap en France. C'est très intéressant, c'est très fort. Les acteurs jouent merveilleusement bien. Je vous invite à regarder cette série produite par Arte et Netflix. C'est excellemment bien, et en plus de ça, contrairement au film Suprême que j'aime beaucoup, qui est sur NTM, ça vous apprend autre chose sur le groupe NTM, comme quoi ils ont fait de la danse, etc., etc. Et en plus de ça, c'est un message fort, cette série, et donc je vous la conseille énormément. Margot a voulu nous conseiller un documentaire disponible sur Arte. Je vais parler juste après parce que, croyez-moi, c'est déprimant. Qu'est-ce que tu voulais nous conseiller, Margot? Moi, je vais vous conseiller le documentaire qui est disponible gratuitement sur Arte, d'Ovidie, qui est du coup pornographe et militante féministe, qui s'appelle Là où les putains n'existent pas. En fait, c'est un documentaire d'1 heure qui revient sur un fait divers qui s'est déroulé le 11 juillet 2013, où une jeune femme qui s'appelle Eva Marie a été tuée par son compagnon de 32 coups de couteau. Voilà. Il faut savoir que... Ouais. Oh, on met un petit peu d'ambiance.
Et en gros, il faut savoir qu'elle a été tuée parce que elle s'était prostituée. Et en fait, le documentaire décortique un petit peu la Suède et son mode de fonctionnement, parce que sous couvert d'être progressiste, il s'avère que la Suède a une manière de voir la prostitution d'un œil très mauvais. Et du coup, tout le long, on va suivre un peu tout le procédé, comment ça s'est passé. D'ailleurs, on apprend par exemple que les services sociaux ne se sont jamais inquiétés du fait que elle ait fait plusieurs appels à l'aide comme quoi son compagnon était violent. Mais par contre, on lui a retiré la garde des enfants quand ils ont appris qu'elle était prostituée. Ils l'ont donnée au père, qui était violent et qui avait déjà été condamné pour plusieurs agissements compliqués, et que même après qu'il ait tué du coup sa compagne, il est en prison actuellement et il a toujours l'autorité parentale sur ses enfants. Qui se trouve actuellement, on ne sait pas où, parce que du coup la réalisatrice interroge les grands-parents, enfin du coup les parents d'Eva Marie, d'autres activistes qu'elle a connus, etc. Et on se rend compte en fait que ces enfants ont plus ou moins disparu, puisque les grands-parents n'ont pas le droit de les voir non plus, puisqu'ils estiment que c'est aussi de leur faute si leur fille est devenue prostituée. Et donc voilà, c'est assez intéressant, c'est un peu court, j'aurais aimé que ça soit un peu plus long, mais je trouve ça pas mal parce qu'il est vrai que déjà en plus je trouve ça fait écho avec la marche, la manifestation qu'il y a eu de nous toutes samedi dernier. Et je trouve ça assez intéressant de revenir sur le pays de la Suède, parce que c'est vrai que c'est un pays dont on n'entend pas forcément parler, dont on pense, et dont moi aussi je pensais que qu'ils étaient un pays assez ouvert sur le sujet. En fait, finalement non. Alors voilà, c'est un sujet assez déprimant, prévenir les gens que ça parle de sexualité, violence, prostitution, etc. Mais je trouve ça très très intéressant, et je trouve que ça soulève pas mal encore de problématiques qui, même si le documentaire date de 2018, ce sont toujours des problématiques actuelles et qui ne touchent pas forcément que la Suède, mais aussi chez nous. Et pour conclure cet épisode, je vais parler moi de 2 conseils, mais je vais être très rapide sur les 2 films. Le premier est un film assez inattendu, c'est Les Femmes du Square de Julien Ramblot, je sais plus, avec Ahmed Silla et Haïdara. C'est une comédie française qui paye pas de mine dans son affiche, dans sa bande-annonce, dans tout ce que vous voulez, mais qui, quand je l'ai vu, m'a laissé indifférent plus. Et qui, plus j'y pense, plus je me dis que c'est quand même quelque chose qui ferait plus plaisir en fait au cinéma, et notamment dans la comédie populaire française, parce que c'est un film qui prend un speech très simple, un scénario très simple, mais qui arrive à décortiquer toute une situation actuelle, notamment pour les agentes, pour le travail à domicile et l'exploitation des patrons quant à leurs employés souvent racisés et souvent sans papier, et tout ce message politique est disséminé dans ce scénario qui paye pas de mine, avec une actrice principale qui franchement brille dans ce premier rôle, parce que c'est une actrice qu'on voit souvent dans des rôles secondaires, tertiaires, très caricaturales, et qui là pose vraiment des bases et montre une palette d'actrices, notamment en jouant plusieurs rôles vraiment impressionnant. Et ça fait surtout aussi plaisir de voir un Ahmed Silla dans un rôle un peu plus sérieux qu'à l'accoutumée. Donc voilà, il y a Les Femmes du Square si vous souhaitez prendre un peu de bon temps au cinéma et voir un film qui vous prend pas pour des cons et qui rigole pas pour de la merde. Et vous avez également, parce que ça c'est très rare aussi dans le cinéma français, moi je me rappelle du dernier film du même genre, c'était Love de Gaspard Noé. Vous avez également le film La Maison avec Anna Girardot, qui est un film érotique interdit moins de 16 ans et qui est actuellement au cinéma. Donc déjà vous pouvez aller le voir pour encourager justement la propagation peut-être de films érotiques à l'avenir au cinéma, parce que c'est quand même un genre de film qui est beaucoup trop controversé, et notamment par une association qui s'appelle Promouvoir, qui fout un peu la merde, mais c'est également un film qui, même si son propos et même si sa raison d'être, notamment dans son personnage principal, est assez discutable, montre une facette des maisons closes et une facette de la prostitution qui est plutôt réjouissante, notamment par rapport au vécu de l'autrice du livre d'origine, et là qui est repris dans cette adaptation, même si l'autrice est co-scénariste du film, mais ça montre une facette plutôt intéressante de la prostitution, et ça filme plutôt bien aussi ce milieu. Il y avait le film Une femme du monde qui avait un côté très téléfilm, très documentaire. Là on a quand même une mise en scène qui joue un peu plus sur justement l'érotisme
et qui joue plutôt agréablement. Avec avec un découpage assez intelligent et des mouvements de caméra qui font cinéma. Voilà. Donc ces deux films sont actuellement au cinéma. Ils sont des recommandations plutôt honnêtes, même s'ils ont tous les deux leur qualité et leurs défauts. Mais c'est des films qui valent le coup quand même d'être vus et d'être appréciés. Voilà, c'était mes conseils en cette fin d'émission. C'est également la fin de cet épisode spécial qui a été beaucoup trop long à tourner. J'avais prévu de base 1h30 maximum, on a quand même dépassé. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode 11 du C'est quoi le cinéma, un épisode où on va parler de sang-froid et on va également parler du cinéma d'action hongkongais. Merci l'équipe d'être venue, merci Demetrio pour ta première émission, ça s'est bien passé, t'as bien aimé? Ouais, franchement c'était très cool, je reviendrai. Bah tu t'es inscrit la prochaine il me semble. Ouais je crois. Bon, vous verrez, vous aurez la surprise. Merci Margot d'être venue, d'être battue corps et âme. Avec plaisir, c'était épuisant mais c'était un épisode très chouette. Merci Vince d'être toujours là au rendez-vous. Bah écoute, comme d'hab, un plaisir, et à la prochaine. Et merci JB d'être passé et d'être venu défendre Nicolas Bedos. Et y a pas de souci, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très chouette et en vrai j'espère revenir parce que c'est trop cool. Cette ambiance est trop cool. Et si vous voulez un peu plus de JB dans votre vie, il y a sa chaîne YouTube et son Twitter, tout est dans la description. N'hésitez pas à y aller jeter un coup d'œil. C'était la fin de cet épisode spécial film du présent. On se retrouve pratiquement toutes les 2 semaines maintenant jusqu'à la fin de l'année pour plusieurs émissions. C'était l'équipe de C'est quoi le cinéma. Bisous à tous, à la prochaine, portez-vous bien et allez voir des films. Salut. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir? Mais pas du tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Vous croyez pouvoir te tirer sans dire au revoir? D'accord. La prochaine fois, c'est moi qui conduis.